Bonjour à toutes et à tous. Je suis Emmanuel Delamarre, je suis le directeur de la Pleine Image. Je suis très heureux de vous accueillir en nos locaux ce matin, ici, dans ce bâtiment qu'est l'Imaginarium. Très heureux de vous accueillir pour un anniversaire, parce que on n'est pas simplement dans une logique de conférence et d'échange. Il y a un élément festif important, les 50 ans de l'INRIA. Donc voilà, on est très très heureux de vous accueillir dans ce cadre-là. Je suis aussi très heureux d'être là avec vous pour vous présenter ce qui se passe ici à la Pleine Image. Alors on va d'ailleurs faire un petit test, tiens. Qui est déjà venu à la Pleine Image ? Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive devant une audience comme celle-là d'avoir autant de mains qui se lèvent, donc je suis très très heureux. Et qui pense être capable de dire ce qui se passe ici, de le dire facilement ? Bon, Aurélie, c'est normal, tu es chargée de com ici, donc si tu ne sais pas le faire toi, ça va être compliqué. Bon, Cathy, oui, merci la Mel. Voilà. Donc juste en quelques mots, vous dire ce qui se passe ici. Nous sommes ici un cluster, donc nous réunissons des entreprises, des chercheurs, de la formation, tous orientés sur un domaine qui est la création numérique. La création numérique, c'est quoi ? C'est le jeu vidéo, le serious game, la gamification. C'est l'audiovisuel, le cinéma, la télévision, le son, que ce soit en pré-production, production, post-production, mais aussi toutes les nouvelles réalités virtuelles, augmentées, mixtes, la 360. Tous ces éléments-là sont présents ici dans ces lieux. Et donc nous avons 106 entreprises aujourd'hui qui travaillent sur ces thématiques-là, entreprises qui vont de 1 à 400 salariés. Nous avons 33 projets en incubation, donc des jeunes, ou moins jeunes pour certains, qui sont en train de créer leur entreprise dans ce domaine des industries créatives. Nous avons les centres de recherche ici de Lille 1 et Lille 3, bientôt on dira Lille tout court, à partir du mois de janvier, qui sont là. Et nous avons 3 écoles qui travaillent autour de ces domaines. Donc, ce qui représente au quotidien 1800 personnes qui vivent dans cet environnement d'innovation et d'innovation créative. Donc voilà, c'est un lieu qui est ouvert. Cet espace qui sert aujourd'hui pour vous, pour cet événement, est aussi un coworking space qui est ouvert tous les jours, gratuitement. Voilà. Il y a du wifi, il y a du café. Vous êtes les bienvenus si vous voulez travailler sur des projets. Vous êtes les bienvenus aussi si vous souhaitez rencontrer des startups et travailler avec elles sur des innovations. Parce que toutes ces entreprises qui viennent de ces univers créatifs, plutôt liés historiquement à l'entertainment, aujourd'hui irriguent beaucoup plus de secteurs d'activité, que ce soit la santé, que ce soit le retail, l'industrie classique, viennent chercher, toutes ces industries viennent chercher chez nous leurs innovations, parce que ce monde des créatifs ont parfois un coup d'avance parfois un petit peu fou, mais qu'on est capable de ramener dans des réalités économiques derrière. Voilà, je ne vais pas la faire plus longue, et je voulais juste partager une remarque avec vous, c'est que quand je vais préparer quelques mots pour ce matin, je me suis dit, 50 ans, 1967, 2067, j'étais pas né en 67, voilà. Je ne serais peut-être pas encore vivant, sauf si la santé évolue, je serais plutôt en fin de vie dans 50 ans. Voilà. Je me suis pris un petit coup de blues quand je me suis dit ça l'autre jour. Mais j'espère que là, on va aller vers un futur qui soit positif, qui nous donne envie de faire que les générations futures, nos enfants, nos petits-enfants, construisent un monde qui soit encore meilleur. Et on a tendance à dire il faut laisser une meilleure planète à nos enfants. Je veux dire, il faut peut-être laisser des meilleurs enfants à notre planète. Voilà, et je terminerai là-dessus. Voilà, très bonne journée à tous et joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Antoine Petit. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Antoine Petit, je suis le président d'INRIA. Et je vais vous raconter 50 ans d'INRIA, plus les 50 ans à venir. Alors, on m'a dit de faire court, donc non, a dit Marie-Inès. Non, plus sérieusement, INRIA donc, a été créé en 1967, effectivement. Donc moi, je suis désolé, j'étais né, mais j'étais pas si grand que ça. Et ça a été créé, je trouve ça intéressant de se souvenir des modalités de création. Ça a été créé par le général de Gaulle dans le cadre d'un machin qui s'appelait le plan calcul, et qui était lié au fait que les Américains avaient refusé de nous vendre le plus gros ordinateur de l'époque, qui était beaucoup moins puissant évidemment que les smartphones que vous avez dans votre poche. Mais le fait est, donc il n'était pas content du tout. Et donc il a viré les forces américaines de l'OTAN, qui étaient localisées à Rocancourt et à Louvciennes, et il a créé en fait l'IRIA, d'un côté, qui quelques années plus tard est devenue INRIA, et puis il a créé la C2I,
qui est devenu C2I Honeywell Bull, puis Bull, avec l'idée donc d'avoir à la fois un aspect recherche et un aspect industriel. C'est comme ça qu'est né IRIA dans un premier temps. Donc IRIA est devenu national en 1979, donc 12 ans après, c'est appelé INRIA, et puis est passé de son centre historique de Rocancourt à d'autres centres. Donc il y a d'abord un centre qui a été créé à Rennes en 1979, puis un autre à Sofia en 83, puis un à Nancy en 86, puis un à Grenoble en 92. Et puis à la fin des années 90, le président de l'époque, Bernard Larrauturou, a proposé au gouvernement un grand plan de développement des sciences et technologies de l'information et de la communication, comme on les appelait à l'époque. Et ce grand plan s'est concrétisé pour INRIA par la création de finalement 3 nouveaux centres, Lille, Bordeaux et Saclay, qui pendant 6 ans ont été regroupés dans un seul centre qui s'appelait Futur avec un S. Et puis c'est au 1er janvier 2008 que les nouveaux centres, donc encore une fois Lille, Bordeaux et Saclay, sont devenus autonomes, ce qui fait qu'aujourd'hui INRIA c'est 8 centres de recherche à travers la France. Et le centre de Lille, en quelques années, je crois qu'on a réussi, grâce au soutien de beaucoup de partenaires, je vais y revenir, mais à construire un centre qui a une vraie plus-value dans le dispositif régional. Aujourd'hui, le centre INRIA, c'est à peu près 300 personnes, dont un peu plus, 320, dont la moitié sont payées par INRIA et l'autre moitié sont payées par les partenaires. Et je pense que ce centre a essayé de mettre en œuvre le slogan d'INRIA, qui, comme tout slogan, peut être critiqué, mais qui, à mon avis, a un vrai sens. Et ce slogan, c'est « Excellence scientifique au service du transfert technologique et de la société ». Donc je pense que l'excellence scientifique, tout le monde dit qu'il est excellent. Un chercheur qui dirait « je vise à la médiocrité » aurait probablement peu de succès. Néanmoins, je pense que l'excellence scientifique d'un institut comme INRIA, c'est quelque chose qu'on peut reconnaître via un certain nombre d'éléments qualitatifs et quantitatifs. Et aujourd'hui, sans fausse modestie, INRIA est un des instituts au monde les plus performants dans son domaine. J'en veux pour preuve les différents prix ou récompenses que nos chercheurs peuvent avoir. Je veux aussi pour preuve le fait qu'on est un institut très international, puisque INRIA, l'ensemble d'INRIA, pas seulement le centre de Lille, c'est à peu près 1800 chercheurs. Plus de la moitié d'entre eux ne sont pas français. Et on a dépassé en 2016 les 100 nationalités. Et on attire vraiment des chercheurs du monde entier. Je crois que c'est aussi une preuve de notre attractivité et de la qualité de ce qu'on peut conduire. Et donc cette excellence scientifique, qui est vraiment la clé, y compris dans les relations avec les entreprises, on souhaite la mettre en permanence au service à la fois du transfert technologique, mais aussi de la société. Le monde devient numérique, on va y revenir. Et je crois qu'il y a la mission des experts que nous sommes n'est pas de décider à la place des décideurs, n'est pas de dire à la société ce qu'elle doit penser, mais de savoir apporter un éclairage technique de temps en temps pour que les bêtises qu'on peut entendre parfois sur le numérique, elles soient relativisées et un peu objectivées. Donc le centre de Lille s'est beaucoup développé. Il s'est beaucoup développé grâce au soutien d'un différent nombre de partenaires sur lesquels je voudrais revenir. Bon, il y a évidemment nos partenaires académiques, puisque nos équipes projets, elles sont communes avec des universités, des écoles, le CNRS. Et il est clair qu'on est arrivé ici dans un endroit où il y avait déjà des laboratoires de qualité. Et on a essayé d'apporter une plus-value, mais cette plus-value, on l'a apportée, encore une fois, avec ces écoles, le CNRS et l'université. Je sais que la matinée ne tombe pas très bien, puisqu'il y a le conseil constitutif, c'est ça, de la nouvelle université, qui est en train de se constituer aujourd'hui. Nous, on est ravis que le projet d'e-site de Lille ait été accepté. Je crois que c'est une chance pour les universités lilloises. Je pense que ça va dans le bon sens que les universités se rapprochent. Après, ce n'est pas à nous, INRIA, de décider comment nos partenaires doivent s'organiser. Donc on les laisse s'organiser comme ils veulent. Et nous, on sera un partenaire. Et je crois que c'est important, cette relation de partenariat qu'on peut avoir avec les universités et les écoles. Et on sera ravis de travailler avec la nouvelle université de Lille, comme on l'a fait avec les précédents. Et puis, il y a évidemment eu un soutien très très fort des collectivités territoriales, en particulier le Conseil régional et l'AMEL. Et moi, je fais régulièrement, ça fait partie de mon travail, le Tour de France des centres, comme vous pouvez l'imaginer. Et je vois, sans faire de palmarès des collectivités territoriales, je ne veux pas avoir d'ennui avec quiconque, on voit bien quand même la différence entre des collectivités territoriales qui sont dynamiques et facilitatrices et accompagnatrices d'autres collectivités territoriales qui le sont moins.
ou qu'ils le sont peut-être, mais dans des domaines qui ne sont pas ceux d'INRIA, puisqu'il y a des gens qui peut-être pensent que le numérique n'est pas important. C'est mauvais signe pour ces collectivités territoriales, mais ce n'est pas à moi de juger. Et vraiment, je dois dire que le Conseil régional et l'AMEL nous ont accompagnés depuis le tout début, et que ces relations se sont inscrites dans la durée, et que c'est vraiment un élément important du succès du centre de Lille, d'INRIA. Je pense qu'on peut parler de succès, et c'est clair que ce succès aurait été moindre s'il n'y avait pas eu cet accompagnement, qui encore une fois s'est inscrit dans la durée. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Je vais prendre juste un exemple, c'est INRIA Tech. Donc INRIA Tech, c'est un dispositif qu'on a mis sur pied pour compléter nos relations avec le monde industriel. Donc INRIA, je l'ai déjà dit, a pour objectif de mettre son excellence scientifique au service du transfert technologique, entre autres. C'est lié aussi au fait qu'on a 2 ministères de tutelle, le ministère en charge de la recherche, bien sûr, mais aussi le ministère en charge de l'industrie. Et ces relations avec le monde industriel, elles se traduisent de différentes façons. Par le fait déjà qu'on a un transfert de compétences, puisque chaque année, il y a entre 6 et 700 personnes qui sortent d'INRIA, 6 à 700 scientifiques qui sortent d'INRIA, des jeunes scientifiques, jeunes docteurs, jeunes postdocs, jeunes ingénieurs, dont plus de la moitié va rejoindre le secteur privé. C'est aussi un certain nombre de partenariats avec des grands groupes, et on est assez fiers d'avoir des laboratoires communs avec Microsoft, Facebook, Samsung, qui sont des gens qui peuvent travailler avec le monde entier, et le fait qu'ils viennent en France travailler avec nous est aussi une marque de reconnaissance incontestable. On a aussi, je vous rassure, des partenariats stratégiques avec des grands groupes français comme Total, Orange, Airbus, EDF, Safran. On crée des startups. On a INRIA, depuis sa création, c'est à peu près 150 startups créées. On en crée au cours des dernières années un nombre plus important, parce qu'on a une politique incitative dans ce domaine, mais c'est aussi lié au fait que les jeunes chercheurs sont beaucoup plus enclins à créer des entreprises que pouvaient l'être des chercheurs de ma génération, par exemple. Il y a eu un rapprochement entre le monde industriel et le monde académique qui est extrêmement favorable. Et on a pour ça un fonds, comme vous le savez probablement, un fonds d'ultra-amorçage, qui est un fonds commun avec la BPI et le Fonds européen d'investissement, dans lequel on met les 300 premiers 1000 euros dans les startups qui se créent. Et puis il y avait un trou dans la raquette, c'était la relation avec les PME et les ETI. C'est plus compliqué de travailler avec des PME et des ETI, parce que si vous prenez un patron de PME et que vous le mettez en face d'un chercheur, juste il parle 2 langues différentes. Et ils ne vont pas forcément avoir le temps, l'un comme l'autre, d'essayer de traduire dans une langue qui leur est à peu près totalement étrangère. Et donc on a proposé à la région, d'abord Nord-Pas-de-Calais, puis maintenant ça a été suivi par la région Hauts-de-France, de créer un dispositif qui allait favoriser les relations entre les PME et les chercheurs. Et l'idée est assez simple, c'est finalement qu'il y ait des ingénieurs dont le rôle soit de qualifier d'une certaine façon le besoin de la PME, donc de comprendre la problématique du patron de la PME, et puis de la qualifier et de jouer un rôle un peu de garde-triage, c'est-à-dire de lui dire, écoutez, ce que vous voulez, c'est très intéressant, mais ça ne relève pas d'un institut de recherche comme INRIA, ça relève plutôt d'une SS2I. Ou bien, je simplifie un peu évidemment, ou bien ce que vous souhaitez, ça correspond peu ou prou à un logiciel qu'on a déjà développé, donc on doit pouvoir l'adapter, on va essayer de comprendre ensemble comment on peut s'adapter ce logiciel. Ou bien ce que vous voulez, c'est un sujet ouvert en recherche, et maintenant que quelqu'un peut faire la traduction, on va vous mettre en contact avec les chercheurs qui sont spécialistes du domaine qui vous intéresse, de façon à vous aider à résoudre votre problème. C'est quelque chose qui a été créé il y a 2 ans et qui marche très bien. Je crois que, j'ai envie de dire, la preuve que ça marche très bien, c'est en recherche comme ailleurs, c'est la satisfaction du client. Et là, les PME et les ETI avec lesquels on travaille sont contentes, et c'est elles qui le disent. Et ça a été un tel succès qu'on va l'étendre à d'autres régions. Donc on l'a déjà étendu en Bretagne, donc on a signé avec la région Bretagne, et on est en train d'étudier, d'étendre ce dispositif aussi en Nouvelle-Aquitaine, en Grenoble-Rhône-Alpes, Rhône-Alpes Centre, je ne sais plus comment ça s'appelle là maintenant, et puis en PACA. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, encore une fois, correspond à un manque. Et là encore, je voudrais remercier les collectivités territoriales pour nous avoir accompagnés dans ce dispositif qui, encore une fois, fait école. Et donc, je trouve que c'est une très bonne chose. Alors, l'anniversaire d'INRIA, on a voulu essentiellement le tourner vers l'avenir. C'est pour ça qu'on a ce logo là avec à la fois, il est quelque part par là, je l'ai vu quelque part, ici, voilà, 1967-2017, mais surtout 2067. On a voulu
en profiter pour faire réfléchir les gens à ce que pourrait être le numérique dans les années à venir. Parce que nous, on est convaincus de quelque chose, c'est que notre futur, où il sera numérique, où il ne sera pas. C'est plus une alternative aujourd'hui de penser que le futur pourrait ne pas être numérique. Par contre, on est convaincu que ce futur numérique, c'est à nous de le construire, de l'inventer. Que c'est pas nous scientifiques, la seule chose qu'on peut faire, c'est développer des technologies, savoir à comment ces technologies vont être utilisées, quel choix de société on va faire. Ça, c'est un choix qui ne nous appartient pas, mais qui appartient aux collectivités. Et donc, on a souhaité profiter de cet anniversaire, à la fois pour faire réfléchir les gens et les inciter à réfléchir sur l'importance du numérique, mais aussi son impact dans à peu près toutes les activités humaines. Je pense qu'il n'y a pas une activité aujourd'hui qui peut dire « moi, le numérique, ça ne me concerne pas ». Ça ne veut pas dire qu'on est capable de dire en quoi ça va impacter cette activité, mais je pense que ça serait une erreur dramatique pour une profession donnée de dire « moi, je ne suis pas concerné ». Il y a quelques années, les médecins pensaient qu'ils ne seraient pas concernés. Aujourd'hui, je ne parierais pas que dans 10 ou 15 ans, il y a encore des généralistes. Les avocats disent oh, « non, mais nous, je ne parierais pas que dans 10 ou 15 ans, il y a encore des avocats tels qu'on les connaît aujourd'hui ». Donc je pense que vraiment, ça nous appartient de réfléchir à tout ça. Et donc c'est un peu l'exercice auquel on a souhaité se livrer tout au long de cette année, et puis l'exercice auquel on se propose de se livrer aujourd'hui, c'est de prendre 4 grands domaines, hein, donc les transports, la santé, l'environnement, les loisirs, et d'essayer d'inviter l'ensemble des gens à réfléchir, en essayant, ça c'est un souhait personnel, de se dire que oui, il y a des risques, d'accord, mais il y a surtout, avant tout, plein d'opportunités. Et que les questions d'éthique, elles sont absolument essentielles, mais n'oublions pas que c'est quand même avant tout de la création de valeur, de la création d'emplois potentiels, et que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il me semble intéressant de réfléchir. Donc les domaines qu'on a évoqués, encore une fois, je crois qu'il n'y a pas un domaine qui ne sera pas impacté par le numérique. On a essayé de prendre des exemples, 4 grands domaines sur lesquels on travaille régulièrement. Je vais prendre juste un, qui est les loisirs. Est-ce que un certain nombre d'entre vous, d'ailleurs il y a eu un sondage pour savoir les gens qui connaissaient Pleine Image, j'imagine qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ont entendu parler de Game of Thrones. Celui qui n'a pas entendu parler, il n'ose pas lever la main. Bon. Et bien, ce que vous ne savez pas, c'est que dans Game of Thrones, il y a quelque chose que vous savez probablement, c'est que dans Game of Thrones, comme dans toutes les séries, il y a des acteurs et puis il y a des images de synthèse. Il y a plein d'images de synthèse. Toutes les foules, par exemple, sont des images de synthèse. Mais ce que vous ne savez pas, ou en tout cas il y en a très peu d'entre vous qui le savent, c'est qu'en fait, les images de synthèse de Game of Thrones, elles sont faites par une boîte française qui s'appelle Golaem et qui est une des spin-offs d'Inria. Si je prends le domaine de la santé, ça, tout ce qu'il y a autour de la médecine personnalisée, c'est quelque chose dans lequel Inria est extrêmement impliqué. Et de façon générale, ce qu'on essaye de développer, c'est les liens entre, disons, les sciences de la vie, la médecine d'un côté, et les mathématiques et l'informatique de l'autre, pour arriver donc à cette médecine personnalisée qui va mettre, d'une certaine façon, en lien des modèles un peu généraux et des données qui nous sont propres. C'est absolument extraordinaire par certains côtés, parce que ça veut dire qu'on va être capable de prévenir avec plus d'acuité de possibles maladies. Ça veut dire aussi qu'on va être capable de faire des implants comme ça existe déjà. Les implants cochléaires qui permettent à des gens qui étaient sourds d'entendre sont quand même avant tout de l'informatique et des mathématiques. Et on peut trouver ça formidable, et c'est formidable. On commence à savoir faire avec, on est très très loin d'avoir des implants de la qualité des implants cochléaires, mais la même chose pour la vue. Donc d'être capable de redonner la vue à des gens qui n'ont jamais vu. Donc pour le moment, c'est quelques dizaines de pixels, mais un jour. Donc tout ça, c'est à la fois des perspectives formidables, et puis, je le disais tout à l'heure, ça pose aussi des questions de société, parce que entre l'homme réparé, et tout le monde va plutôt être d'accord pour qu'on soit capable de faire réparer les gens qui ont des déficits, et l'homme augmenté, où est la frontière? C'est pas complètement évident, et donc c'est important qu'on puisse avoir une réflexion collective sur ce qu'on a envie de faire. Et ça pose, j'insiste là-dessus, sur des questions de société.
et qui sont liés à notre histoire, qui sont liés à notre culture, et il ne faut pas croire que c'est universel, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que la Chine ou les États-Unis fassent des choix différents d'une autre. Si je reprends l'exemple de la médecine personnalisée, le jour où on sera capable de diagnostiquer avec précision vos handicaps futurs potentiels, est-ce qu'on aura envie d'avoir la même assurance que tous les gens qui ont bien plus de risques que nous? Alors évidemment, comme on est très gentil, on dit oui. Puis le jour où on sera devant le contrat, avec un contrat à 100 € et un contrat à 1000 €, peut-être qu'on y réfléchira. Et donc il y a des vraies questions qui vont se poser de choix de société. Et donc nous, on est évidemment convaincus, c'est notre métier, que le numérique va jouer un rôle absolument essentiel dans le monde qui vient. On est absolument convaincus qu'on n'en est qu'au balbutiement. C'est-à-dire, ne croyez pas que, parce que vous avez tous un smartphone qui est vaguement performant, on est arrivé au bout de nos peines. Regardez comparé avec ce qui avait le cas, ce qui était notre situation il y a 20 ans. Nous, ce dont on est intimement convaincus, c'est que on n'a rien vu encore. On n'a rien vu. Et donc, il faut qu'on se prépare à tout ce qui va arriver, qu'on décide tout ce qui va arriver collectivement. Et puis, et je finirai là-dessus, et ça, c'est plus une remarque, j'ai envie de dire, de citoyen que de chercheur. Mais ce qui nous semble extrêmement important, c'est qu'on arrive à faire en sorte que ce futur numérique, il profite au plus grand nombre, il diminue les inégalités, et pas qu'il soit accaparé ou que les profits soient accaparés par quelques joueurs, entre guillemets, que ces joueurs soient quelques États ou des grands groupes industriels plutôt pas français. Ça, je pense que c'est un vrai enjeu pour la France, c'est un vrai enjeu pour l'Europe. Ça pose une question essentielle qui est celle des données. Et je suis sûr que c'est un sujet qui sera abordé au cours des différentes tables rondes. Et voilà, donc Indraya, c'est tout ça à la fois, et je vais m'arrêter là. Et encore une fois, nous, le message qu'on veut vraiment essayer de faire passer au cours de ces 50 ans, c'est on a fait des trucs formidables dans les 50 ans passés, mais il y a des trucs formidables qui vont se passer dans les 50 ans à venir, mais c'est des trucs formidables sur lesquels l'ensemble de la société doit s'impliquer et contribuer à la réflexion. Nous, chercheurs, on est capable de faire des jolies technologies de plus en plus performantes, ce qui est bien, mais l'utilisation de ces technologies, c'est encore une fois une responsabilité qui est collective. Et donc, l'objectif de la journée, comme d'autres journées qu'on a organisées dans d'autres centres, c'est que finalement, collectivement, on se pose les bonnes questions. Ça ne veut pas dire, soyons modestes, qu'on aura les bonnes réponses à l'issue de la journée ou de la demi-journée, mais je pense que c'est important qu'au niveau de la France, on ait conscience qu'il y a des vrais enjeux, des vraies opportunités, mais que ça nécessite une priorité. Et je ne suis pas complètement convaincu aujourd'hui que cette priorité donnée au numérique, on soit en mesure de la faire. Et c'est pourtant, de notre point de vue, un enjeu clé en termes d'innovation et de progrès. Merci beaucoup. Merci Antoine. Je voudrais passer la parole à monsieur André-Paul Leclerc. Voilà. Eh bien, chers amis, bonjour. Je suis André-Paul Leclerc, président de la commission économique du Conseil régional des Hauts-de-France. Venu pour souhaiter un bon anniversaire à l'INRIA. Et au fond, les idées que j'ai ici écrites sont très en phase, et je me sens remarquablement en phase finalement sur tous les points. D'audace, d'énergie, d'avancée, mais aussi de discernement et de sagesse dans ce que vous entreprenez. Et au fond, mes quelques lignes vont finalement rebondir sur ce que vous avez dit et affirmer finalement cette proximité que nous avons avec vous. Alors nous sommes venus fêter les 50 ans de l'INRIA. 50 ans, effectivement, c'était le plan calcul, mais c'était aussi, j'ai relevé la première calculette, Texas Instruments. Doug Engelbart a créé la première souris, qui était en bois, et Barclays a ouvert son premier DAB. Et puis aussi, moi qui suis né dans la distribution, effectivement, ces grandes chaînes nordistes, qui sont devenues des piliers mondiaux, se sont développées sur la base des technologies NCR, autrement dit des technologies d'il y a 50 ans. Et puis, au fur et à mesure, dans le temps, l'INRIA est devenu un acteur incontournable dans notre région, et on apprécie beaucoup de travailler avec vous. Et je sens, étant arrivé depuis 2 ans dans l'écosystème, à quel point vous êtes présent et vous avez votre place ici, dans cette région. Alors quoi de mieux pour fêter les 50 ans que de regarder non pas dans le rétroviseur,
mais de regarder devant dans le pare-brise. 50 ans, c'est l'âge de la pleine puissance, de l'éternelle jeunesse, j'en suis un exemple, et du renouvellement. Alors, tous mes voeux d'expertise scientifique, d'audace, d'énergie et de sagesse pour surfer et nous emmener dans la révolution technologique. Qui aujourd'hui vivrait sans smartphone? Personne. J'ai été interpellé la semaine dernière. Qui, dans 5 ans, dans 10 ans, prendra la décision courageuse de vivre sans une puce sous-cutanée, sans une puce qui ouvrira la maison, qui allumera la voiture, qui mettra en route le chauffage, qui mettra en route le frigidaire, qui enverra vos données, votre diagnostic médical en permanence à un serveur, etc., etc. Cette question m'a vraiment interpellé et c'est la raison pour laquelle je vous souhaite effectivement d'avoir beaucoup de discernement, beaucoup d'éthique, parce que science sans conscience, à mon avis, amène beaucoup de désastres. Je fais partie de ceux qui veulent aborder l'avenir avec espérance, avec audace et énergie, et donc allons-y. Alors, chers amis, la région se veut résolument digitale, numérique, au service de ces hommes et de ces femmes, de l'emploi et du vivre ensemble. Elle a pour cela défini une feuille de route numérique, dont les 4 axes majeurs sont, et je les rappelle, garantir l'accès du numérique pour tous, développer les usages du numérique, relever le défi de l'emploi dans toutes les entreprises et assurer leur transformation, fédérer les acteurs de la transition numérique. Et donc on sent bien que toutes les personnes ici présentes dans cette salle, vous avez votre place et surtout, vous avez votre rôle à jouer. Et donc nous comptons sur vous pour participer à l'écosystème régional, pour développer la recherche et les liens avec les entreprises, et peut-être aussi pour éduquer. Je vais citer Edmund Dell, qui n'était non pas un scientifique, mais un politique des années 67 en Angleterre. Il faut rendre l'informatique accessible à l'homme de la rue. Quoi qu'il en coûte à leur amour-propre, les informaticiens doivent s'efforcer, non d'étonner, mais d'éduquer. Donc vous avez largement votre place, nous comptons sur vous pour participer, enrichir notre écosystème, nous emmener dans la révolution numérique, développer la recherche et se rapprocher des entreprises et nous éduquer. Chers amis, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on va démarrer la première session travail. Je vous explique un petit peu comment ça se passe au niveau des sessions. Oui, je suis en train de me faire signe parce que comme on est filmé, donc je dois aussi bien rapprocher le micro. Ça vaut pour ceux qui poseront des questions dans la salle. Petit message pratique. Cette session va durer environ 1 heure. Donc il y aura un animateur, des intervenants, des experts, mais vous aussi, on compte sur vous pour débattre, échanger, poser des questions. Alors pour cela, c'est facile, hein, il suffit juste de se signaler. Alors vous avez Amélie, Anne et Karine qui sont là, qui ont des micros, qui vous les font passer. Donc ça, il ne faut pas hésiter à interrompre le débat, parce que le débat, il se fait avec vous. Hein, il ne se fait pas juste là, avec les personnes qui sont sur la scène. Nous avons aussi un hashtag qui est Fornum 2067. Donc pour les plus timides qui n'osent pas poser de questions en live, vous pouvez le faire via Twitter. Je relayerai vos questions, dans la mesure du possible, évidemment, pour aussi ne pas interrompre totalement les débats. Voilà, donc je vous souhaite une session de travail productive et intense, et j'invite Laurent Tricard, l'animateur, et ses intervenants et intervenantes à nous rejoindre. Bonjour à tous. J'en profite d'ailleurs au passage, le temps que nos invités s'installent, pour remercier toutes les équipes de l'INRIA et rappeler qu'entre la Pleine Image et l'INRIA, c'est une déjà longue collaboration, certes qui n'a pas 50 ans, mais qui, sur les 7 dernières années, a été très fructueuse à travers de nombreux événements, micro-événements ou journées professionnelles assez chargées en rencontres, en débats, en échanges et effectivement très souvent en prospective. Alors je n'étais pas né en 1967, effectivement. Ma chemise l'était, effectivement. J'ai fait exprès quand même de faire une référence à cette année qui était cette année 67 qui était très flower power. Et d'ailleurs, il y a un lien entre tout ça et certaines avancées technologiques, mais nous ne sommes pas là pour en parler. J'ai l'honneur d'animer cette première table ronde. Marie-Agnès a rappelé
le modus operandi, hein, c'est un échange entre nous, c'est-à-dire les intervenants invités, que je remercie pour leur présence avant de les présenter, et puis la salle, vous, sur des questions prospectives. Je pense qu'on sera tous d'accord pour cette première table ronde. Ce sera le cas pour les suivantes probablement. Nous allons évoquer la question du travail en 2067, c'est-à-dire que nous allons faire cet douloureux exercice de la boule de cristal ou du pare-brise. Qui, dans la salle, peut prétendre savoir ce que sera le monde du travail en 2067 ? Je crois que mes invités sont tous d'accord pour dire que c'est quand même un exercice un peu difficile. Par contre, effectivement, on va être dans la prospective, on va essayer à minima de regarder à 10 ans, à 20 ans devant nous. Juste dans l'introduction, quand même, un élément important, nous sortons d'un moment comme la France les adore, à savoir une campagne présidentielle où tout se fige pendant quelques mois, et vous aurez remarqué qu'effectivement la question du travail a quand même été au rendez-vous de cette campagne présidentielle, et que ça a été un moment où effectivement on a entendu un certain nombre de concepts, on a entendu un certain nombre de mots. Alors je vais pas tous les citer, mais il est vrai qu'on a parlé beaucoup d'automatisation, de robotisation, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, on a beaucoup parlé d'ubérisation, qui est quand même un mot sur lequel nous reviendra probablement, de numérisation, etc., etc. Et on a parlé de certains corollaires, comme certains ont parlé de fin du travail, destruction du travail. Donc ce sont quelques-unes des questions que l'on va se poser, effectivement, la destruction du travail, la disparition du travail, la transformation du travail, la transformation des modes de travail, et symboliquement, nous sommes ici dans une ancienne usine textile qui a été transformée en un cluster dédié à l'économie numérique et dans son versant créatif, et vous remarquerez que vous êtes dans un espace qui est coworking, voilà, qui est aussi l'un des thèmes aujourd'hui qui traverse cette question du travail, à savoir tous travailleurs nomades, tous travailleurs indépendants, tous raccrochés à une machine, au mieux un ordinateur, au pire peut-être d'autres machines. Voilà, donc ce sont quelques-uns des thèmes que nous allons essayer d'aborder en 1 heure. Encore une fois, je remercie mes invités. Donc Isabelle de Koopman, vous êtes docteur en sciences de gestion, vous êtes professeure intervenante à Schema Business School, et vous êtes également experte APM. Alors je vous demanderai immédiatement de préciser ça, parce que je pense que dans nos échanges, vous allez régulièrement faire référence à ce qui est cette fonction, et qui est un travail de terrain. Alors tout à fait. Alors je vais d'ailleurs reprendre ce que disait Antoine Petit tout à l'heure. Donc à l'APM, c'est un club de dirigeants qui regroupe des numéros 1, donc 6500 dirigeants à travers le monde, beaucoup au niveau des territoires français bien sûr. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que l'expertise que je développe auprès d'eux, donc moi j'aime beaucoup la vulgarisation de la recherche auprès des entreprises, notamment les PME, les ETI, même les grands groupes. Donc j'ai vu à peu près 2000 dirigeants en 5 ans, et ma thématique en fait sur laquelle j'interviens, c'est j'essaie d'analyser en quoi les usages et pratiques des nouvelles technologies vont impacter les business models mais traditionnels. L'industrie, les services, le bâtiment, travaux publics, retail. On travaille beaucoup avec la Galaxy Retail de la région. Voilà, donc c'est pour en avoir vu 2000, je peux vous dire qu'effectivement Antoine a raison. Je pense que moi je vois une vraie différence au niveau des territoires. C'est assez impressionnant. Je peux vous dire que dans la région de Lille, moi je porte nos couleurs parce qu'on a vraiment un temps d'avance qui est quand même assez appréciable par rapport à cet écosystème numérique. Une vraie méconnaissance, quelle que soit la taille des entreprises, quelle que soit la taille des groupes. Et je me suis rendu compte en 5 ans que globalement, en PME, ETI, c'est peut-être un peu difficile de discuter, mais on arrive assez facilement à vulgariser la recherche et à les conduire. Mais quand vous arrivez à convaincre un dirigeant, ça va très vite, ce qui n'est pas forcément le cas d'un gros groupe. Donc voilà, donc vraiment ça c'est une vraie méconnaissance en France quand même, des différences culturelles très fortes entre le monde anglo-saxon, la Chine, l'Europe. Mais c'est important parce que c'est vraiment ce lien, c'est pour ça que j'en parlerai souvent, qui fait le lien entre cette recherche que l'on fait et le monde réel. Moi, quand je parle à mes étudiants de la vraie vie, c'est le monde de l'entreprise. Voilà. Et effectivement, cette transmission, cette vulgarisation au sens noble de la recherche auprès des dirigeants. Alors, à vos côtés, Christophe Bis, vous êtes un peu l'arroseur arrosé de cette matinée, puisque vous êtes journaliste, plutôt habitué à animer des débats. Et cette fois, vous êtes à la table ronde. Alors, vous êtes... Qui est carré. Pardon ? Qui est carré, vous l'aurez remarqué. Je ne suis pas scientifique, mais je suis observateur. Et ça va être comme ça tout le temps, il m'avait prévenu.
Vous êtes journaliste chef de rubrique à l'usine Nouvelle et à l'usine Digitale, et vous êtes effectivement spécialisé sur l'emploi numérique, le management, la transformation digitale. Donc, je suis d'accord avec tout. D'accord, bon, ça va. J'observe, je regarde. Et aujourd'hui, je vais essayer d'anticiper. Très bien. Et enfin, Gilles Saint-Paul, vous êtes économiste, vous êtes spécialisé dans la question du marché du travail. Vous êtes enseignant à l'ENS Paris et à l'école d'économie de Paris, diplômé du MIT. Et on va démarrer avec vous, Gilles Saint-Paul, parce que vous avez récemment publié un papier très intéressant, très synthétique, un petit peu provocateur, je ne sais pas si vous serez d'accord avec le terme, mais qui risque quand même de nous occuper pendant une bonne partie de cette table carrée. Vous avez écrit cet article qui s'appelle « Robots vers la fin du travail ». Alors je me permets de vous citer. Assez rapidement dans cet article, vous posez un constat, vous posez quelque chose d'assez fort. De plus en plus, il apparaît que c'est la totalité du travail humain qui pourra un jour être transférée aux robots. Vous partez donc d'un postulat assez fort. Et j'en arrive à votre conclusion. Je suis d'accord, hein, je fais dans l'extrême synthèse, vous me corrigerez donc si vous n'êtes pas d'accord avec mon approche. Dans cette conclusion, vous écrivez « L'émergence de robots flexibles et capables d'apprendre pourrait changer la donne car elle permettrait la production massive de substituts peu coûteux à toutes les formes de travail humain. Dans ces conditions, redéployer les ressources humaines libérées par l'automatisation vers de nouvelles activités ne sera plus possible puisque ces nouvelles tâches pourront également être effectuées par des robots. Ainsi, la robotisation achèverait la transition vers une société où l'expression « gagner sa vie » n'aura plus de sens. Est-ce que ce constat est optimiste ou pessimiste? Ça n'est pas la question, mais c'est un constat très marqué. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette vision que vous avez d'une robotisation? Et effectivement, à la question « la fin du travail, point d'interrogation », vous répondez globalement « oui ». Oui, alors il faut savoir quand même que c'est un article spéculatif. Je ne suis pas futurologue. Un futurologue, c'est quelqu'un qui écrit de la fiction comme si c'était de la réalité. Moi, j'étudie divers scénarios sans affirmer qu'ils vont nécessairement se produire. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en tant que chercheur et qu'économiste, je me suis toujours insurgé contre cette idée de la fin du travail. Pourquoi ? Parce que sur longue période, on observe que aussi bien le progrès technique que l'accumulation de capital productif, les machines, les usines, etc., ne se sont pas traduits par la fin du travail, si ce n'est en un sens, on va dire, positif, qui est la réduction des heures travaillées sur longue période, que tout le monde apprécie. Mais au contraire, ça s'est traduit par une explosion sur 150 ou 200 ans des salaires et donc du niveau de vie. C'est grâce aux machines, c'est grâce à la technologie, c'est grâce à l'innovation qu'on est 50 fois plus riche que, par exemple, au début du 19e siècle. Et donc, ça, c'est ce qu'on observe dans les données, c'est un fait économique incontestable. Et beaucoup d'économistes ont tendance à penser qu'avec le numérique, eh bien, c'est comme l'invention de l'électricité, de la machine à vapeur, de la roue à aube, de je sais pas quoi, de l'imprimerie. C'est un nouveau round d'innovation qui va nous rendre encore plus riches parce que encore plus productifs. Ce qu'il me semble, et M. Petit l'a montré quand il a parlé des avocats ou des médecins généralistes, c'est qu'on est dans une autre dimension où, au lieu d'avoir des innovations qui sont complémentaires avec le travail humain, c'est-à-dire que l'ouvrier qui opère une machine-outil est infiniment plus productif que celui qui utilise un tournevis ou un marteau, et bien là, le numérique va être substitut du travail humain. C'est-à-dire qu'on va pouvoir émuler des tâches humaines qu'avant on n'arrivait pas à émuler, comme comme par exemple de se repérer dans l'espace, dans un espace relativement complexe, de reconnaître des formes, etc. etc. Vous en savez plus long que moi là-dessus. Et donc, je me suis posé la question, qu'est-ce qui va se passer si on peut robotiser la totalité du travail humain, ce qui en réalité ne me paraît pas absurde. Et là, on évolue vers une situation où la totalité de la production peut être effectuée par des robots, c'est-à-dire par le capital,
Et on peut aussi le faire effectuer par le travail humain. On peut avoir une caissière ou un caissier à la place d'une caisse automatique. Mais la productivité de ce travail humain, et c'est ça qui est nouveau, va être d'autant plus faible, ou en tout cas son rendement économique va être d'autant plus faible que les robots sont plus productifs. Et c'est ça la différence entre ce nouveau régime de croissance et le régime de croissance passé. Avant, quand les machines étaient plus productives, les gens étaient plus productifs. Maintenant, si votre scanner est 2 fois plus rapide, 2 fois plus fiable, eh bien, la caissière est 2 fois moins utile au supermarché. Et donc, ce lien, cette transmission du progrès technique vers la hausse du niveau de vie à travers les salaires, c'est-à-dire à travers la productivité des travailleurs, ne va plus jouer. On va être dans un nouveau régime de croissance où finalement les robots vont tout produire et le gros de la richesse produite, le gros du PIB va être entre les mains va être payé aux propriétaires de robots. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, je peux en dire plus, mais il faut peut-être que les gens veulent réagir. Alors, peut-être déjà une réaction. Isabelle de Koopman, vous l'avez dit, vous travaillez avec le monde de la distribution, les retailers. Oui, l'industrie aussi, enfin, tout service d'activité. Ouais. Ouais. Et Gilles Saint-Paul vient d'évoquer la caisse automatique. C'est un vieux débat. Sur le terrain, alors, il y a encore des caissières, alors qu'on sait qu'on pourrait intégralement les automatiser. En sciences de gestion, moi, il y a vraiment quelque chose sur lequel je voudrais vous alerter. En fait, c'est un paradoxe qu'on a à gérer aujourd'hui. C'est le paradoxe du postmodernisme, et que plus il y a une appétence pour la technologie, plus il y a un retour à l'humain et à la simplicité. C'est bien pour ça que des gens comme Alibaba, des personnes comme Amazon, aujourd'hui réinvestissent dans les magasins physiques, parce qu'effectivement, on a une appétence pour cette technologie, mais on a besoin d'un lien social. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut gérer. Le tout technologie pour le tout technologie, c'est quelque chose qui ne permet pas aujourd'hui de développer en fait de la croissance. Alors, on parlait des retailers. On avait fait nous des études, enfin certains de nos chercheurs avaient fait des études sur les caisses automatiques. C'est pas forcément bien appréhendé. Alors nous, quand on travaille sur la technologie, déjà, moi je travaille plus sur la convergence des différentes technologies, c'est-à-dire que là on parle de robots, mais je veux dire pour moi les robots, oui, bon, les robots ça fait partie effectivement de cette révolution numérique, mais je pense qu'on ne peut pas sous-estimer. Moi, je travaille à la fois sur l'impression 3D, l'Internet des objets, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, faible pour l'instant, qui deviendra semi-forte ou forte. Je crois que quelque part, c'est cette convergence qui fait qu'on va créer de nouveaux modes de valeur. Donc, nous, en sciences de gestion, on a 3 piliers qui sont extrêmement importants. Et quelqu'un prenait le cas du médecin. On a effectivement la technologie. Bon, vous êtes des ingénieurs, vous allez développer des technologies, on voit les avancées. On en discutait avec Christian tout à l'heure sur l'intelligence artificielle. Il me disait il y a 5 ans, je ne dirais pas ce que je dis aujourd'hui. Il est évident que ça va très vite. Donc on a la technologie qui est entre vos mains. Je veux dire, les progrès que vous allez faire au niveau des technologies pour les gens de l'INRIA, c'est quelque chose. Mais il ne faut pas sous-estimer qu'on a aussi une acceptabilité, une appropriation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi on parle de la 3D alors que ça a été créé en 84 ? C'est parce que depuis 3 ans, c'est tombé dans le domaine public, les consommateurs se sont appropriés de cette impression 3D. Donc effectivement, le phénomène d'appropriation est extrêmement important. Là aussi, il faut faire la différence entre le bi et le si. Je veux dire, l'appropriation par les entreprises n'est pas la même appropriation que par les citoyens. Je vois bien le grand public sur l'impression 3D. Nous, avec les retailers, on réfléchit à 2025. Qu'est-ce qu'on va encore vendre chez Decathlon ? Qu'est-ce qu'on va encore vendre chez ADO ? Qu'est-ce qu'on va encore vendre chez Auchan ou chez Carrefour ? Et qu'est-ce que les personnes vont produire elles-mêmes grâce à ces technologies ? Donc on a aujourd'hui un 3e pilier aussi qui est l'acceptabilité sociale. On parlait du diagnostic, le médecin généraliste. Je ne suis pas tout à fait convaincu. Par contre, c'est un choix de société. C'est-à-dire que globalement, oui, on va avoir des algorithmes qui vont nous permettre de faire effectivement un diagnostic. Mais notre choix sera de se dire, est-ce qu'on garde ou pas l'humain ? Est-ce que le médecin a encore sa place ? On le verra tout à l'heure, on en discutera dans la suite de la réflexion. Mais le tout robot, oui, mais je suis plus sur une complémentarité homme-machine, puisque nous avons la chance d'avoir une intelligence multidimensionnelle, horizontale, contextuelle, et pour l'instant, la technologie a plutôt une puissance de traitement de l'information verticale et de traitement de données. Antoine parlait de la donnée tout à l'heure, c'est le cœur de la valeur. Donc c'est vrai qu'en travaillant sur les mécanismes de création de valeur, sur les modèles économiques, c'est de voir en quoi ces modèles économiques vont générer en fait des nouveaux modes de création de valeur. Par contre, comme on le disait, ils n'ont pas encore forcément été imaginés.
Demain, on fait une conférence CCI Industrie Day sur les compétences de demain. Ah bah, il est évident qu'on n'est pas prêt en France. Hein. On n'est pas prêt. Hein. On n'est vraiment pas prêt par rapport à d'autres pays. Mais c'est la nature de l'emploi, c'est la nature du travail qui va évoluer et être capable de comprendre qu'il y a cette complémentarité qu'il faut être capable de gérer. Donc attention, acceptabilité sociale, appropriation, grand public, entreprise et technologie. Et je pense qu'on peut difficilement approcher la technologie sans prendre en considération ces deux autres facteurs qui seront à la fois des choix individuels pour le grand public, notamment la 3D, l'Internet des objets, les services associés, et pour les entreprises qui dépendront de la stratégie. On en parlera tout à l'heure, mais quand on prend dans le domaine de l'automobile, PSA et Toyota ont fait des choix complètement différents en termes de robotisation, parce qu'il y a des contraintes stratégiques et économiques. Voilà. Et cette fameuse acceptabilité sociale, quelle société voulons-nous pour nos enfants, hein, quelqu'un parlait de nos enfants tout à l'heure. Vous venez de prononcer un mot important, complémentarité homme-machine. Oui. Alors, en plus, nous sommes... avec l'INRIA, donc effectivement, cette Ouais. notion d'homme-machine, de relation homme-machine, d'interface homme-machine, elle est extrêmement importante dans le monde du travail. Mais je me retourne vers Gilles Saint-Paul. Pourquoi effectivement, vous excluez d'une certaine manière cette idée de complémentarité homme-machine et d'évolution du travail plus qu'une destruction du travail? La complémentarité homme-machine existe, et existera, mais si c'est une complémentarité où on va dire la machine est le fournisseur et l'homme est le client, elle ne va pas permettre au salariat et au fait de vivre de son travail productif de persister. Donc effectivement, il va y avoir une complémentarité homme-machine, mais dans toute la sphère, on va dire, utilitaire, où le but c'est la production de biens et de services, si les robots sont une option supérieure, eh bien, on utilisera les robots. Voilà. Pour venir ici, j'ai utilisé mon téléphone portable en mode GPS avec une voix féminine qui me disait tournez à droite, etc. Et il fait ça mieux que quelqu'un qui regarderait une carte Michelin et qui se tromperait. Et donc, c'est supérieur. Et pourtant, j'ai interagi, moi, avec mon téléphone, mais en tant qu'utilisateur. Donc c'est un peu comme ça que je vois la chose. Que j'envisage la chose, parce que je n'ai pas d'opinion personnelle, je vois des scénarios. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit ma collègue. De même, on dit l'humain, le contact humain, etc. D'accord. Mais la question de fond, c'est est-ce que le contact humain va continuer à passer par le marché, par des transactions, ou est-ce que parallèlement à cette sphère productive robotisée va émerger un monde du contact humain qui ne va pas être dans la sphère économique, qui va être le milieu associatif, les réseaux d'amis, etc. Vous n'allez pas aller chez le boucher parce qu'il y a le contact humain. Le boucher, ça sera un robot. Et les gens avec qui vous aurez des contacts humains, vous les choisirez, vous, et pas en fonction de votre nécessité d'avoir un beefsteak. Et pour conclure, en ce qui concerne les émotions, sachant que les émotions sont produites par des neurones qui sont un réseau complexe, etc., c'est pas exclu a priori qu'on ne puisse pas non plus émuler les émotions. Alors bon, pour l'instant, on est dans le domaine du comique. Il y a cet épisode de Big Bang Theory où l'un des personnages tombe amoureux de l'intelligence artificielle de son smartphone. Il y a même eu un film là-dessus avec Scarlett Johansson, mais les émotions elles-mêmes sont formalisables potentiellement par l'informatique. Christophe Biss, récemment dans l'usine digitale, vous vous êtes fait l'écho d'une étude qui a été menée par Capgemini auprès de 1000 entreprises et qui tendait à dire, vous ne vous en souvenez pas, et qui tendait à dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, globalement, avait plutôt aidé à la création d'emplois, avait plutôt amené à la création d'emplois qu'à la destruction. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Voilà, il ne suffit pas d'écrire les articles, il faudrait que j'ai un robot qui les lise. L'idée, je pense, qu'il y a derrière cette étude, c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, donc un monde, pas fermé, mais circonscrit, elle permet aux entreprises qui l'utilisent et qui sont pionnières d'être plus productives et donc de créer des emplois par ailleurs. Je pense qu'on est sur un autre domaine de ce que vous dites, c'est que là on est encore dans un moment où les pionniers peuvent avoir un avantage concurrentiel. Je pense qu'à 50 ans, vous vous placez dans une dynamique où là pour le coup il n'y aura plus d'avantage puisque tout le monde pourra le faire et ce sera pour pas cher. Moi, si je peux rebondir, et je veux bien parler de Capgemini après, même si je ne travaille pas pour eux, c'est pas un problème. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites et dans les réactions que ça produit, c'est comment nos réactions ont changé.
Moi, finalement, on nous annonce la fin des tâches répétitives, des tâches fatigantes. On devrait tous être contents. Et on a une énorme angoisse. Moi, je pense à un truc, il y a à peu près 2 ans, il y a eu une bataille entre des chauffeurs de taxi et des chauffeurs de véhicules VTC qui commencent par un U, dont le nom commence par un U. Tout le monde s'est dit, oh là là, c'est horrible, ce que vivent ces nouveaux forçats de la route. Et un jour, il y aura des véhicules autonomes et on les regrettera, ces forçats de la route. De la même façon, la semaine dernière, je crois, Élise Lucet a fait un numéro de Cage Investigation. On a vu des gens dans des entrepôts qui sont commandés par des robots. Tout le monde trouve ça horrible, mais il y a déjà des robots dans les entrepôts. Et peut-être qu'on a l'impression qu'un jour, on va pleurer ces emplois de gens qui se fatiguent aujourd'hui dans les entrepôts. Donc, moi, j'ai quand même envie d'être un peu comme monsieur tout à l'heure. D'abord, optimiste, c'est quand même une bonne nouvelle s'il y a des gens qui ne vont plus se tuer la santé au travail, à peser des paquets de 300 kilos toute la journée ou à scanner des codes barres et à avoir des clients pas aimables qui leur tendent une carte bleue en parlant au téléphone. Mais j'aimerais justement revenir sur ce que vous disiez, c'est que aujourd'hui, pourtant je suis pas forcément quelqu'un de très optimiste dans la vie, mais je suis vraiment optimiste par rapport à ça, parce que par contre, et c'est vraiment ce qu'on voit, hein, la différence entre la France et d'autres pays, aussi bien en Europe qu'à l'international, c'est cette difficulté que l'on a, nous, Français, à penser différemment et à sortir des évidences du secteur. Quand on prend aujourd'hui, il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité de la valeur qui sera créée en 2020, c'est dans moins de 3 ans, n'a pas encore été imaginée. Il faut savoir que l'impression 3D aujourd'hui, c'est le niveau d'Internet en 95. Bon, moi, je suis né avant 2067, avant 1067. Je suis né en 63, donc j'ai connu le monde d'avant. Quand j'en parle à mes étudiants, ils me disent « Mais Isabelle, vous êtes un dinosaure ». Quand je leur dis que j'ai connu le téléx, que j'ai connu le fax, que pour nous, le fax a été une révolution, ils n'imaginent pas. Mais ce qui est intéressant quand on travaille sur l'industrie, moi j'étais à Toulouse il n'y a pas très longtemps, quand on travaille sur l'industrie, il faut imaginer que ces technologies vont amener une augmentation de la productivité. Il faut savoir qu'on a des études qui nous disent qu'on va avoir une productivité de plus de 20% d'ici 2035, que ça va générer 2,9% de croissance, que par contre, effectivement, il faut qu'on redéfinisse le contenu des tâches, le contenu du travail. On va avoir une montée en gamme. Comme tu disais, les tâches routinières vont être éliminées, les tâches répétitives vont être éliminées, il y a une certaine forme de qualité de vie au travail. Mais ce qui est intéressant, regardez dans l'Internet des objets. L'Internet des objets, tout le monde pense au wearable, la petite montre. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, ça, c'est la face cachée de l'Internet des objets. Aujourd'hui, l'Internet des objets, c'est... On est en train de passer, et ça, il faut l'entendre, on n'a pas encore entendu ce matin, on est en train de passer dans un monde de l'usage et dans un monde de service. Et aujourd'hui, moi, quand je dis à un industriel, bah ça sert à quoi? Il me dit, ça sert à voir. Bah, je dis non. Dans 5 ans, c'est un prérequis. Aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de créer des écosystèmes de services associés et être capable de comprendre que la valeur, elle va migrer. Oui, la valeur, on va plus fabriquer ça n'aura peut-être plus aucune valeur demain. Par contre, les services associés liés à la connectivité servicielle des biens tangibles, c'est ça l'avenir. Donc l'idée, c'est de comprendre que nos métiers... Moi, je dis à un dirigeant, votre métier ne va pas disparaître. On parlait d'avocats tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a eu en jurisprudence, ils peuvent utiliser effectivement des choses. C'est vous qui le disiez. Mais à un moment donné, il faut bien imaginer que leur métier ne va pas disparaître. Le métier va évoluer. La façon dont ils vont créer de la valeur va évoluer tous les 2 ou 3 ans. Mais il faut être capable, à un moment donné, de se dire que ces technologies sont génératrices de création de valeur. De toutes les façons, on en discute avec Laurent, on a les GAFAM qui arrivent aujourd'hui, qui arrivent surtout. Il faut savoir que plus les secteurs vont être technologiques, plus vous allez avoir une attaque sur les acteurs historiques. Et vous avez aujourd'hui des gens comme Apple qui arrivent dans le milieu de l'automobile. Donc il y a une porosité entre les filières, entre les secteurs d'activité. Et aujourd'hui, si les entreprises françaises, je me passe dans un contexte franco-français, ne réagissent pas, on est mort. On est mort. Donc on a aujourd'hui, je veux dire, on peut se servir. Alors c'est vrai qu'effectivement, il y aura une reconfiguration des emplois. Moi, j'ai regardé des études. Les 3 catégories d'emplois sont à préserver. Ouvriers, techniciens, ingénieurs. Sauf qu'il faut être capable de les former. Donc c'est à nous, école d'ingénieurs, nous, école de management, de se remettre en cause. Il faut qu'aujourd'hui, chaque ouvrier, chaque salarié, chaque technicien ait un programme de formation continue adaptatif. Mais c'est une vraie réalité. Pour moi, il y a vraiment un gisement de création de valeur si on est capable. Par contre, si on n'est pas capable de l'appréhender, les autres le font pour nous. Alors nous interagissons entre êtres humains et la salle réclame la parole. Je ne sais pas si ça fonctionne. Voilà. Donc du coup, Noël, une des questions qui est posée derrière ça, donc il y a d'abord la concentration. Parce que vous parliez des GAFA, en fait, le fait que finalement, avec ces technologies qui créent énormément de gains de productivité, on a une concentration finalement des richesses un risque de concentration des richesses vers quelques individus.
Pour moi, il y a cette question-là. Et la question aussi de la... quand même, on voit quand même qu'il y a un certain nombre de fonctions qui vont peut-être tendre à disparaître ou vraiment changer. Peut-être que du coup, il y a quand même un nombre de personnes qui vont plus être représentées par son travail. Or, le travail est aujourd'hui ce qui nous présente. Quand vous avez présenté les intervenants, vous avez présenté ce qu'ils font. Et le travail qui... Et en fait, est-ce que finalement, le plus gros changement de société qui va venir avec cette numérisation, c'est pas le fait que le travail va perdre en valeur, en fait. C'est-à-dire qu'on ne va plus se définir comme par notre fonction de travail, mais par d'autres fonctions. Alors Gilles Saint-Paul, sur cette question, vous évoquez les GAFA, mais effectivement, dans cette récente publication, vous parlez des propriétaires des robots. Et aujourd'hui, on assiste effectivement quand même à une forte concentration. Donc effectivement, l'angoisse qui serait aujourd'hui en France sur cette hypothèse de destruction du travail, elle est aussi probablement liée à ça, cette très forte concentration, et à une grande peur sur la distribution des richesses, concrètement. Oui, la question est posée. D'un autre côté, il faut faire attention. Je pense que la peur par rapport aux GAFA essentiellement associée à la crainte qui se constitue en méta-État, qu'ils aient un pouvoir transplanétaire, qu'ils aient accès à une information privilégiée, qu'ils puissent structurer nos vies comme le font les États. Bon, moi, j'ai plutôt moins peur de Amazon et compagnie que des vrais États, mais bon, c'est une question de goût. En ce qui concerne les robots, évidemment, c'est pas parce que ces entreprises sont très importantes sur le marché qu'elles posséderont tous les robots de la Terre. In fine, les gens qui possèdent le capital productif, ce ne sont pas des institutions, ce sont des ménages, ce sont des gens. Et donc, chacun va avoir une certaine richesse financière dont la contrepartie va être des droits sur les rendements financiers des robots, c'est-à-dire indirectement des droits à consommer ce que produisent les robots. Et la question qui doit être posée, c'est quelle va être la répartition future de cette richesse financière. Et là, on peut effectivement imaginer différents scénarios. On peut imaginer une société de rentiers où, après une période de transition, eh bien, chacun ait son petit pécule parce qu'ils ont épargné et donc ils possèdent des robots et donc les gens vivront sans travailler, ce qui était le cas des rentiers au 19e siècle. Beaucoup de gens s'arrêtaient de travailler à 40 ans et vivaient des rentes perpétuelles de l'État. Ben là, c'est pareil, les gens seront rentiers. Ou alors on peut imaginer une société très inégalitaire où seuls des super riches ou des gens riches posséderont les robots et le reste de la population sera une sorte de lumpenprolétariat qui pourra travailler, mais avec des salaires dépréciés du fait de la concurrence des robots. Et à ce moment-là, on peut imaginer qu'il va y avoir des pressions politiques à mettre en place des systèmes redistributifs. Et donc, beaucoup de gens vivront d'aide sociale, en fait. Bon, c'est déjà le cas en France, donc on pourrait imaginer que voilà, on remplace l'État-providence français par un revenu universel assis sur la taxation de la richesse, etc. Ensuite, je ne vais pas dérouler tous les scénarios dont je parle dans mon article parce qu'il n'y a pas le temps pour ça, mais la question du système éducatif mérite d'être posée parce que si effectivement les tâches qualifiées deviennent routinisables, avocats, médecins, comptables, même économistes, pourquoi pas, eh bien, le rendement de l'éducation va être considérablement affaibli et la stratégie de, disons, réduire les inégalités à travers le système éducatif sera inopérante parce que les inégalités ne seront plus entre gens qualifiés et non qualifiés. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, les inégalités devraient se réduire entre qualifiés et non qualifiés parce que les qualifiés vont être à leur tour frappés par la robotisation, ce qui profite aux non qualifiés en tant que consommateurs. Ils ont des avocats pour 10 fois moins cher, des dentistes pour moins cher, etc. Mais la vraie question, ça va être l'inégalité entre propriétaires de robots et non propriétaires de robots. Et à ce moment-là, il faut envisager de remplacer le système éducatif par, au lieu de donner aux gens de l'éducation, on dépense 6% du PIB en éducation publique, eh bien, on leur donne des robots. Ça ne sert à rien de leur donner, de les former à être techniciens, supérieurs, avocats, etc., parce que ça n'a pas le rendement sera beaucoup plus faible.
Je trouve ça très paradoxal. Enfin, pardon, c'est plus un commentaire qu'autre chose, mais je trouve ça très paradoxal. C'est, si je vous comprends bien, plus l'humanité globalement aura réussi à atteindre un niveau de développement intellectuel qui lui permettra de maîtriser sans intervenir directement, moins on aura intérêt, personnellement, individuellement, à apprendre. Hein. C'est génial. Enfin, moi, je trouve ça... J'ai pas besoin d'une carte de savoir lire une carte Michelin. J'ai une charmante dame qui d'ailleurs n'existe pas, qui me dit de tourner à droite au bon moment. Il y a une question dans la salle ? Bonjour. Vous m'entendez? Ouais. Oui. C'est la dernière suggestion là, qui vient de me faire réagir. J'ai pas besoin de dire une carte Michelin. Je pense justement que si... Je pense justement que le GPS il ne nous permet plus de savoir lire une carte et il nous fait passer à côté de tout ce qu'il y a entre A et B. Et se déplacer, c'est pas juste aller entre A et B de la manière la plus rapide possible avec une voix féminine qui nous dit tourne à gauche ou tourne à droite, mais c'est aussi savoir quel espace on traverse, quel territoire on traverse. Et c'est ce que Dominique Cardon dit à la fin de son bouquin. Il faut qu'on apprenne à créer les deux. C'est-à-dire que le GPS, c'est génial, mais la carte Michelin, c'est aussi génial. Et c'est vraiment l'articulation des deux qui nous permettra d'utiliser pleinement la technologie et nous, de renforcer nos compétences et notre savoir. Mais si on délègue tout à une GPS ou à des applications, je ne sais pas trop vers quoi ça nous amène. Quel est l'intérêt ? Je veux juste réagir à votre commentaire. Je pense qu'il faut éviter la confusion entre le champ utilitaire, qui est le champ économique, et le champ, disons, de l'enrichissement humain, etc. On est très habitué à confondre les deux champs parce qu'on vit dans une société qui est fondée sur le travail. C'est ce que quelqu'un disait, chacun était présenté en fonction de son travail, etc. Mais peut-être qu'avec la robotisation, ça ne sera plus le cas. Donc les gens qui s'intéressent à la couleur des coquelicots sur le bord de la route, ils auront le droit de le faire, mais disons que c'est une compétence qui ne sera pas rémunérée par le marché, et tout en regardant les coquelicots, et regardons les coquelicots le long de la route, parce que Google, lui, s'occupe d'aller du point A au point B. Moi, je voudrais juste, pardon, je voudrais juste revenir sur votre question. Oui, sur votre question, en fait, si on prend, enfin, je veux dire, là, je repars dans le champ économique, parce que bon, c'est vrai que le modèle économique, voilà, business model, c'est en sciences de gestion pour nous, on est dans le monde économique, mais ça ne fait pas quand même l'impasse sur la dimension sociétale. Mais si on prend des technologies, je veux dire, à un moment donné, il faut bien comprendre que quand on travaille sur, je veux dire, sur d'ailleurs, je vous suis très près, enfin tout ce qui sort d'une usine nouvelle, parce que l'approche est extrêmement pertinente. On a toujours 3 éléments à prendre en considération. On a la technologie, on a l'homme, mais on a les process. Aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai discuté avec quelqu'un de Toulouse dans le domaine de l'aéronautique. C'est bien d'avoir d'Internet des objets, c'est bien d'avoir une supply chain 4.0, mais si en amont vous n'avez pas réfléchi sur vos process et vous n'avez pas mis en place des process stratégiques, la technologie, c'est juste une technologie qu'on pose sur une réflexion en amont d'ordre stratégique ou organisationnel. À un moment donné, c'est un peu l'image en fait du GPS, c'est que globalement, oui, c'est un outil qui va nous permettre de donner de la flexibilité industrielle, qui va nous permettre. Alors peut-être qu'effectivement la dimension, alors là où moi, je trouve que cette dimension de robot, sauf si vous, les chercheurs de l'INRIA, vous arrivez vraiment sur quelque chose d'extrêmement pertinent en intelligence artificielle. Mais l'idée est de comprendre vraiment que aujourd'hui, la technologie, si quelqu'un n'a pas réfléchi en amont pour mettre en place un process stratégique, pour mettre en place un process, par exemple dans l'usine 4.0, d'une supply chain ou tout ça, c'est juste une technologie qu'on pose. Je veux dire, vous pouvez poser des objets connectés, des capteurs connectés sur une supply chain, si à un moment donné vous n'avez pas en amont et déterminé les process organisationnels et stratégiques, vous n'en ferez rien. Et ça me semble important, c'est d'où cette complémentarité. Je veux dire, aujourd'hui, le numérique, c'est quoi? Le numérique, c'est l'expérimentation, c'est le droit à l'erreur, c'est l'échec, c'est l'esprit critique et la créativité. Et moi, j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, Cédric Villani et puis Rand Andy, parce qu'ils sont venus à la conférence APM de Bordeaux. Selon eux, il n'y aurait que 10% des emplois, donc des tâches, qui seraient automatisées. L'intégralité des emplois seront touchés, mais il n'y aurait que vraiment 10%. Par contre, effectivement, il y aura par rapport à la question de Christian tout à l'heure, moi je pense plutôt qu'il y aura une montée en gamme. Alors c'est vrai que la paupérisation, c'est une vraie question à se poser, mais j'en suis pas convaincu, il y aura une vraie montée en gamme. Quand vous voyez qu'aujourd'hui on a des industries, l'industrie par exemple, la flexibilité industrielle, le 4.0 va permettre de relocaliser des emplois.
Aujourd'hui, si la productivité des entreprises françaises augmente, parce qu'on est capable de mettre des supply chain 4.0, qu'on est capable, regardez les projets dans l'aéronautique et dans l'automobile, si on est capable à un moment donné de remonter en productivité, on n'aura pas forcément besoin d'aller implanter nos usines en Chine, parce qu'on va dépendre moins, effectivement, il y aura des robots, mais on va dépendre moins, effectivement, du facteur humain, donc les coûts de production seront plus faciles à gérer sur le territoire français. Le numérique va aussi amener les entreprises à être beaucoup plus proches des consommateurs. Là, vous apportez de l'eau à mon moulin. Vous êtes en train de dire qu'un robot, ça coûte moins cher qu'un travailleur chinois. Et c'est pour ça qu'on relocalise. Oui, mais du coup, je suis d'accord que ça crée des emplois induits au niveau de la conception. Mais la question à se poser, c'est est-ce qu'on va payer 7 milliards d'habitants sur Terre à réfléchir au process? Mais le robot exécute une tâche, pas un métier aussi. Oui. Alors, et Isabelle, ça concerne très peu de gens, le process, au niveau marché du travail. Vous citez ce chiffre de 10% des emplois détruits. Ouais. Mais par contre, le corollaire... Randindi, ils ont fait ça, ils ont fait une analyse avec Cédric Villani pour Emmanuel Macron auprès d'une dizaine d'experts mondiaux, internationaux sur l'intelligence artificielle. Et selon eux, vraiment, à moins qu'il y ait des évolutions très significatives en deep learning, en intelligence profonde, voilà. Mais aujourd'hui, par exemple, ici, il y a des spécialistes de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. On voit bien qu'aujourd'hui, on l'utilise. Hein. D'ailleurs, hier, ça a été annoncé par Areva. Areva l'utilise pour former ses ouvriers. Mais à un moment donné, il faut bien qu'il y ait une programmation humaine en amont, quoi. Je veux dire, on est sur de l'apprentissage supervisé, semi-supervisé ou par expérience. Mais à un moment donné, pour l'instant, alors attention, 67, voilà, ça dépend de ce que vous allez être capable de faire, messieurs, au niveau des technologies. Et mesdames. Messieurs, dames, oui, tout à fait, puisque la directrice de la recherche est là. Mais c'est vraiment, après, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est l'évolution de la technologie, l'appropriation, l'acceptabilité sociale. Mais pour l'instant, quand on voit les robots d'Amazon, ça a fait un tollé sur Internet depuis 2 jours, sur Twitter, où on voit effectivement Alibaba et Amazon. Oui, mais à un moment donné, ça n'est pas quelque chose qui va forcément... Attention, hein, je dis pas que... Mais par contre, là j'insiste, et là je suis d'accord avec vous, c'est que si la France ne réagit pas, si la France ne prend pas conscience qu'il faut reconfigurer la formation, l'éducation, alors pas l'éducation peut-être par les robots, hein, parce que je pense que nous, on a quand même un rôle à jouer en tant que professeurs et éducateurs, mais si on ne forme pas, on risque d'avoir un problème. Dans un écosystème numérique, il faut savoir qu'il y a 2 compétences cognitives qui sont indispensables. La littératie, la numératie. Le lien des personnes, le rapport des personnes au concept et aux chiffres. Il faut savoir qu'en France, sur une étude qui a été faite par l'OCDE sur 24, on est 21e et 22e. Aujourd'hui, par contre, 37% de la population française n'a pas accès à cette compétence en littératie et numératie. Donc le problème, il est en amont. Et par ailleurs, Isabelle, vous vous êtes arrêtée à mi-chemin, puisque effectivement, cette récente étude dit 10% des emplois détruits, oui, mais 45 à 50% complètement des emplois revisités. C'est-à-dire que là, on n'a pas le temps, mais j'ai un étudiant qui a fait une excellente thèse, il bosse chez PSA sur effectivement aujourd'hui la supply chain 4.0 et l'impact. Il m'a fait une analyse en fait sur tous les métiers, donc maintenance, production, management de ces technologies. Les métiers ne disparaissent pas, les métiers évoluent considérablement. Il faut qu'aujourd'hui un opérateur soit capable d'utiliser les technologies mobiles, il faut qu'il soit capable de décoder, il faut qu'il soit capable d'anticiper, il faut qu'il mette un esprit critique. Je crois que c'est quelqu'un. Enfin, j'ai lu un article hier de la directrice de l'INRIA de recherche. Comment s'appelle-t-elle, Sophia ou Soria, je ne sais plus. Elle disait que la pire des choses en intelligence artificielle, c'était que des données soient erronées. Si demain on ne se sert que de l'intelligence artificielle et qu'on parle de données erronées, c'est une catastrophe. Elle expliquait ça bien avec les dimensions d'éthique. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Je veux dire, l'esprit critique humain, il est fondamental. Alors, maintenant, c'est ma conviction. Transformation des métiers, donc une part très importante des métiers actuellement existants transformés, et du statut du travailleur probablement. Ouais. Christophe Biss, récemment, vous avez interviewé Denis Penel, directeur général de la World Employment Confederation, qui a publié un livre qui s'appelle « Travail, la soif de liberté ». Alors, comme nous sommes pris par le temps, je ne peux pas faire une citation très longue, mais dans cette interview, cette personne, cet expert, dit « Le temps du salariat est compté, vive le libertariat ». Donc, tous travailleurs indépendants, tous travailleurs nomades, est-ce que c'est ça le monde de 2067 ? Comment dire ? On a commencé avec un scénario très très radical, qui se réalisera peut-être et qui intellectuellement a quelques séductions. Je réponds à votre question, hein, je fais un petit détour. Et
là, depuis un peu, vous mettez en avance l'importance des process, des gens qui vont conceptualiser. Le numérique, c'est aussi un changement de la manière de travailler. Est-ce qu'on va encore avoir en 2067 des gens qui vont penser les process et des gens qui vont les appliquer, comme vous avez l'air de le dire? Moi, j'en suis pas sûr du tout. Et par le libertariat, il expose notamment toutes les nouvelles formes de travail, d'organisation. On peut s'organiser en réseau. Enfin, on a quand même vu des choses intéressantes avec le logiciel libre, même si je ne vais pas en faire un modèle à suivre pour tout le monde. Mais on voit bien qu'on peut organiser le travail aujourd'hui autrement, de façon décentralisée, autonome, sans hiérarchie. C'est peut-être ça la vraie révolution du travail en 2067, avec la disparition des emplois pénibles. Alors, donc plus de liberté aussi dans la manière de concevoir son travail. Moi, je suis assez convaincu, par exemple, sur la fin du salariat, qu'on sera de plus en plus dans de la multi-activité. Je ne crois pas du tout au modèle de la personne qui continuera à faire 8 heures par jour, 40... il ne faut pas que je me trompe sur le nombre de semaines où travailler dans l'année. 47 semaines par an, qui fera ses 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Ça, à mon avis, les gens auront à côté des activités, parfois associatives, d'ailleurs bénévoles. D'autres iront faire d'autres choses. L'avenir est ouvert. N'oubliez jamais... n'oubliez jamais, vous l'oubliez peut-être pas d'ailleurs, mais que le salariat, c'est quelque chose de très récent et qui s'est créé dans la douleur. Les gens ne voulaient pas devenir salariés. Les gens étaient... Quand on crée le salariat au moment de l'industrialisation, les ouvriers, les personnes qui travaillaient dans les campagnes ne voulaient pas aller dans les villes, enfermées 8 heures par jour dans les usines, là où on est aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier, ça. Hein. Et pourtant, lorsque nous avons discuté voici 15 jours au téléphone, vous qui êtes journaliste, profession, travail dans lequel on a depuis toujours un certain nombre... Travail. C'est vrai que c'est filmé, donc il ne faut pas que je le dise. Un certain nombre d'indépendants, où la notion de travailleur nomade existe depuis toujours. Vous m'avez dit, mais moi je travaille pour l'usine nouvelle, l'usine digitale, j'ai un bureau, je suis content d'avoir un bureau, d'aller au bureau. Je trahis votre pensée ? Non, mais j'essaie de me rappeler dans quel contexte j'ai dit ça. Au téléphone. Ça devait être un jour où j'étais de bonne humeur et plein d'amour pour mes collègues, hein, que je salue. Vous êtes une... Non, je crois savoir ce que j'ai voulu dire. Moi, j'ai eu un passage indépendant, et c'est compliqué d'être indépendant. Hein. C'est pas faire la même chose en étant indépendant. Je pense que je parlais de ça. C'est que pour être indépendant, il faut être commercial, il faut être son directeur financier, il faut être toutes ces choses-là. Et l'air de rien, avoir une organisation qui vous supporte, c'est un très très grand confort. Donc la phrase d'avant, de toute façon, tout est ambigu et indéterminé pour moi. La phrase d'avant, je vous disais, l'usine, les gens n'étaient pas contents d'y aller. Je dis aussi, le bureau, c'est bien parce qu'il y a un support qui aide à tenir. C'est une balance entre les deux, à mon avis. Alors, il nous reste à peine un quart d'heure, donc je ne sais pas s'il y a d'ores et déjà d'autres questions dans la salle. Oui, bonjour. Je partage votre optimisme, votre enthousiasme, la nécessité de se mettre en mouvement, j'y adhère à 100%. Mais ne pensez-vous pas qu'au regard des enjeux, l'enjeu démographique, lui, n'est pas pris assez en compte? Aujourd'hui, un terrien sur 3 vit en Afrique. À l'horizon 2067, une prospective, donc ce sera 1 sur 3, et c'est 1 sur 6 aujourd'hui, quoi. Donc cet enjeu-là, au-delà de l'acceptation sociale, au-delà de la vision un petit peu nombriliste franco-française, est-ce que vous ne pensez pas qu'il risque d'être déterminant sur l'enjeu travail et la problématique que vous évoquez, la démographie mondiale? Je pense qu'effectivement, les questions qu'on se pose en France, on ne se les pose pas dans les autres pays parce que, on va dire, la conscience sociale, entre guillemets, n'est pas aussi développée. Je crois qu'en Chine... ils ont robotisé une usine, ils ont mis tout le monde tous les employés à la rue sans état d'âme. Donc effectivement, il y a une bonne partie de la planète où la valeur de la vie humaine n'est pas considérée comme aussi élevée qu'ici. Je pense que les gens qui ont voyagé en sont conscients. Et alors effectivement, dans mon article, je considère un autre scénario qui est un peu un scénario catastrophe que j'appelle le scénario malthusien. C'est-à-dire que sous l'effet de la robotisation, les salaires pour beaucoup de travailleurs vont baisser, et ils vont baisser au-dessous du niveau de subsistance, ce qui signifie qu'en 2067, il n'y aura pas un habitant sur 3 de la planète qui sera africain, mais il y aura peut-être 1 sur 25, parce qu'entre-temps, ils n'auront pas pu subvenir à leurs besoins. Et on peut imaginer que c'est la même chose en Chine, que c'est déjà le cas, bien sûr. On peut imaginer que ça soit la même chose en Chine, où finalement ils se mettent à mettre à la rue tous ces travailleurs qu'ils ont fait venir des campagnes
lors de la vague récente d'industrialisation, qu'ils les remplacent par des robots et qu'il y ait d'authentiques famines et des phénomènes comme ça. Auquel cas, une fois passé... Alors évidemment, des phénomènes malthusiens ont été observés dans les deux sens au cours de l'histoire humaine. Et une fois passée cette vague malthusienne, on va se retrouver dans une société que je décrivais auparavant de rentiers, si je puis dire, avec des gens qui possèdent tous des robots, mais une population mondiale nettement plus faible qu'au départ. Est-ce que vous pouvez prendre un micro puisque nous sommes filmés? Je trouve que la question posée sur l'enjeu démographique, depuis que l'humanité existe, il y a eu 103 milliards de naissances Homo sapiens. Actuellement, on est à 7,43 milliards et on va être à 9 milliards. Plus vous êtes pauvre, plus vous faites d'enfants. Moins vous êtes éduqué, plus vous faites d'enfants. Et moi, je crois que... S'ils meurent à 3 ans... La futurologie... Mais ils survivent. Il y a 50% des enfants qui meurent avant l'âge de 5 ans actuellement dans le tiers-monde. 50% des enfants avant 5 ans. Et donc une espérance de vie qui est en train d'augmenter à cause des progrès. Bon, mais si vous voulez, la futurologie que nous faisons est très très appliquée et disons aux pays occidentaux très riches. Qu'est-ce qui va se passer dans tous les scénarios que vous dites? Il faut tenir compte de l'aspect démographique. Comment vous avez parlé de surhomme comme font les transhumanistes. Qui va décider d'être surhomme? Ça pose des questions éthiques considérables. Comment va-t-on faire pour qui on va sélectionner et que fera-t-on des autres? La diminution de la démographie est un leurre. Ça va augmenter. Donc le scénario va être entaché par l'inconnu que sera la pression démographique dans l'ensemble de la planète, à mon sens. Je sais pas, vraiment, là on est dans la science-fiction. On peut aussi imaginer que si on est dans le transhumanisme et dans des vies très longues, on aura envie d'avoir moins d'enfants parce qu'on sera tranquille plus longtemps et qu'on sera soi-même éternel. Après tout, si on devient éternel, est-ce qu'on aura envie d'avoir des enfants? Là, si on est dans la science-fiction. Hein. Après tout, c'est une RIA 2067, hein, donc on a le droit de faire un peu de science-fiction. Imaginez Kim Jong-il vivre 350 ans. Kim Jong-un. Après, moi, on parle des pays émergents, mais ce qu'on se disait avec Laurent quand on a préparé cette table ronde, c'est que globalement, quand on regarde ce qui se passe sur l'Afrique, notamment au niveau des business models de développement durable, quand on regarde ce qui se passe, quand on prend l'Inde, quand on prend d'autres pays, je veux dire, les entreprises, les modèles de création de valeur ont émergé après, Internet. Donc, quelque part, moi, j'aurais tendance à dire, attention, je ne parle pas du problème démographique parce que ça ne relève pas du tout de mes compétences, et c'est vrai que c'est pas forcément dans mon approche. Mais ce qui est intéressant de voir quand même, c'est que ces pays émergents, finalement, les entreprises de ces pays émergents et la façon dont ils conçoivent le monde, et notamment leur rapport au numérique, est complètement différent du nôtre. Parce que nous, en fait, quel est notre problème? C'est qu'on a connu le monde d'avant. Hein, on a connu le monde d'avant avec des logiques organisationnelles qui sont extrêmement rigides, qui sont extrêmement verticales. Et aujourd'hui, quand on est dans un environnement, un écosystème numérique, on est en fait sur des raisonnements beaucoup plus horizontaux, beaucoup plus transversaux, des visions globales. Et c'est vrai que certains pays dits émergents ont cette culture, puisqu'en fait, de toute façon, leurs entreprises ont émergé dans ce monde-là. Et ça, c'est important parce que je pense qu'ils iront beaucoup plus vite que nous. Là, on parle de l'Afrique, on parle du si je prends l'exemple du retail, l'Afrique, des tas de pays, oui, ils ont raté Internet, mais aujourd'hui, ils ont le mobile. Et aujourd'hui, les entreprises ne sont pas prêtes à répondre aux demandes africaines parce que le M-Mobile, aujourd'hui, dépasse aujourd'hui le retail sur Internet. Donc, effectivement, ils ont sauté l'Internet, ils sont passés à côté de l'Internet, mais ils ont le mobile. Donc ils sont beaucoup plus rapides que nous et ils sont aujourd'hui beaucoup plus avancés dans leur comportement de consommation via le mobile que nous. Et par contre, les entreprises n'ont pas forcément anticipé qu'il allait avoir ce gap, ce saut technologique. Donc là, on est sur des choses qui sont aussi importantes. Je ne parle pas de la conscience sociale, je suis d'accord. C'est vrai qu'en termes de conscience sociale et sociétale, c'est pas comparable. Mais je parle vraiment après de la culture du pays, qui peut avoir une incidence, je pense, forte aussi sur les développements. Isabelle de Koopman, Christophe Bies, vous qui rencontrez des entrepreneurs alors avec vos casquettes respectives à longueur d'année, on l'a un peu évoqué déjà, mais je voudrais quand même le statut du salariat, donc du salarié, le lieu de travail, etc. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des tendances émergentes, donc
Là, je le disais, nous sommes dans un espace de coworking, etc. Puisqu'on est dans l'exercice boule de cristal, quels sont vos échanges avec ce monde des entrepreneurs? Quelles sont leurs visions? C'est-à-dire, demain, je n'ai plus de bureau, demain, tous mes collaborateurs sont des télétravailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment sur la table? Moi, je trouve que c'est très variable. Ouais. Ça dépend beaucoup de la personnalité de l'entrepreneur. Sur la question du télétravail, il y a quelque chose, je trouve, là encore significatif. C'est qu'on a beaucoup parlé des récentes ordonnances. Il y en a une qui en gros impose, je simplifie, le télétravail, et personne n'en a parlé dans les séries d'ordonnances sur le travail que vous évoquiez tout à l'heure suite à l'année électorale. Les entrepreneurs... non, mais vraiment, je trouve que c'est très varié. Il y a vraiment deux modèles. Il y a le dirigeant qui est dans la confiance et qui se dit que les gens travailleront aussi bien loin que proche. Puis il y a encore des gens qui pensent que diriger, c'est d'abord surveiller, comme disait l'autre, et punir peut-être, mais qui ont besoin d'avoir leurs équipes. Vraiment, je ne vois pas de tendance. J'aurais beaucoup de mal sur ça. Alors moi, je dirais que ça dépend fortement des secteurs d'activité. Alors, moi, j'aime pas trop le terme de télétravail, mais plutôt de travail à distance. Alors, c'est vrai que ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au bureau, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'on a quand même un sentiment d'appartenance et que quelque part, le fait d'être dispersé comme ça génère une espèce de fragmentation. Et c'est pour ça que les espaces de coworking ont été créés parce que quelque part, même si on est seul et indépendant, on vient dans un espace où on rencontre d'autres seuls et indépendants. Donc, on a une espèce d'appartenance quand même à une structure sociale qui est le monde du libéral, par exemple, ou le monde des indépendants. Maintenant, je pense qu'on aura de plus en plus d'indépendants dans le sens où effectivement le numérique permet de transcender des formes d'organisation traditionnelles. C'est-à-dire, mais là où j'émets des réserves quand même, bon, effectivement, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, il y a beaucoup de personnes individuelles. Mais là, honnêtement, moi, je regardais avec détail là, les niveaux d'investissement que ça nécessite, notamment sur certaines technologies, notamment sur le 4.0. J'ai de la difficulté à croire, à moins qu'il y ait vraiment une banalisation de ces technologies et vraiment des coûts d'investissement qui deviennent extrêmement faibles, mais j'ai de la difficulté à croire que dans les modèles industriels, par exemple, si je prends l'automobile, l'aéronautique, même s'il y a des modèles comme Local Motors aux États-Unis où on est sur du crowdsourcing, on est effectivement sur des modèles sociétaux qui sont différents. Moi, je travaille beaucoup sur l'open source, sur l'open innovation, mais à un moment donné, dans des filières très, très technologiques, on va garder, même si on aurait des formes de travail beaucoup plus horizontales, on aura des écosystèmes, on va travailler avec des gens qui seront à l'extérieur de l'entreprise, des startups, des PME, des ETI, des gros groupes. Mais je pense que les niveaux d'investissement aujourd'hui sur ces technologies vont quand même être un frein à ce que tout le monde... Je ne vois pas aujourd'hui, enfin même dans 50 ans, je ne vois pas en tant que travailleur indépendant arriver dans l'écosystème aéronautique. Ou alors en tant qu'éventuellement, faisant partie de l'écosystème avec une start-up. Mais on a quand même des barrières, à mon avis, capitalistiques en termes de technologie qui... Après, sur le conseil, Après, attention, la dérive d'Uber, on parlait d'Uber tout à l'heure, bon, moi je le cite, en plus j'aime pas le terme d'ubérisation parce que je trouve que ça correspond à rien, parce qu'en plus c'est le nom d'une entreprise. Mais Uber aujourd'hui, attention, là c'est un défaut, c'est-à-dire que là aujourd'hui, Uber transforme ses salariés, il prend des auto-entrepreneurs, donc attention à la dérive, il ne faut pas non plus qu'après des entreprises prennent des auto-entrepreneurs qui sont soi-disant des indépendants, mais qui finalement reviennent dans une logique de délégation de travail, comme on est dans c'est du salariat déguisé. Donc attention aussi à ces formes et à ces dérives qui pourraient éventuellement venir de ces statuts au service de certaines grosses entreprises. Quoi. Mais après, bon, on est sur des choix. J'ai envie de dire, on ne peut pas avoir l'Uber et l'argent d'Uber. Non, voilà, tout à fait. Alors, juste une petite question, je ne veux pas surtout pas ouvrir la boîte de Pandore, mais vous parlez de travail et d'évolution du travail. Jusqu'à maintenant, pour faire un travail, on est formé. Vous avez abordé ce sujet en dérivant un peu autour de la formation, de l'éducation. Bon, il ne reste pas trop de temps, alors ça va être obligé d'être bref, mais je me pose beaucoup de questions quand je vous entends sur cette idée de formation à, je ne sais plus quoi dire, un travail, un métier, une fonction... Mais c'est pas de la science-fiction, parce que les évolutions dont vous parlez là, elles viennent très vite. Moi, j'ai deux enfants au collège qui sont en train d'apprendre, de se poser la question de ce qu'ils seront plus tard.
Si je leur dis que de toute façon apprendre ça sert à rien, je vais avoir la cote à la maison, hein, mais non, c'est l'inverse. C'est vrai, ça me fait un peu peur quand même. Hein. Donc là, j'aimerais bien que vous me rassuriez là sur la dernière partie. Au niveau de l'apprentissage, attention, moi, ce dont on va parler demain, je veux dire, aujourd'hui, au contraire, l'apprentissage n'a jamais été aussi important. Mais aujourd'hui, il faut apprendre à apprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va être dans une logique de formation continue. On a des gens comme ici à la Cato avec Pierre Georgini, Christian aussi, qui créent des écoles. Alors demain l'avenir il est dans le multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui même nous on a créé une école avec d'ailleurs des l'INRIA à Sofia, parce qu'on a un campus à Sofia, multidisciplinaire, management et autres. Donc l'apprentissage n'a jamais été aussi important puisque comme je vous le disais tout à l'heure, malheureusement 37% des Français n'ont pas le niveau requis minimum en littératie, en numératie. Donc au contraire la formation n'a jamais été aussi importante. Mais il faut avoir conscience aujourd'hui qu'il faut développer ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire qu'on doit être capable aujourd'hui, nous déjà, ce qui n'est pas forcément évident dans nos écoles pour l'instant, mais ça évolue vite, d'appréhender ces nouveaux métiers, de former nos étudiants, de parler entre disciplines, ce qu'on ne faisait pas il y a encore 5 ans. Hein. Moi, l'année dernière, je suis venue faire aussi une intervention à l'INRIA. Aujourd'hui, les sciences de gestion parlent avec les sciences humaines, avec les sciences dures, avec les sciences de l'ingénieur. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on essaie d'imaginer ensemble comment former nos étudiants et comment les amener justement à cette... mais pas seulement nos étudiants, parce que comme je vous disais tout à l'heure, les ouvriers aujourd'hui doivent être formés pour être capables d'appréhender ces outils numériques. Parce que être capable de vivre, c'est pas simplement être formé aux outils numériques. Aujourd'hui, toutes les personnes, dans le quotidien, on le fait très bien. Hein. Mais en tant que professionnel, on le fait beaucoup moins bien. Hein. En tant qu'individu, on le fait bien. Par contre, aujourd'hui, c'est quoi avoir ces compétences? C'est être capable d'évoluer dans un environnement numérisé. Donc un ouvrier doit être capable d'évoluer dans un environnement numérisé. Donc pour moi, alors, effectivement, là, on n'a peut-être pas forcément la même position par rapport à l'apprentissage, mais je pense qu'aujourd'hui, l'apprentissage n'a jamais été aussi important, sauf qu'il faut accepter, moi c'est ce qu'on dit à nos étudiants, hein, j'en ai quelques-uns, même en formation continue, ici qui sont dans cette salle, que j'ai eu cette année en formation continue, qui ont plus de 40 ans, il faut aujourd'hui comprendre que tous les 3 ou 4 ans, eh ben oui, il faut se remettre en cause, il faut recommencer, il faut se former, il faut renouveler ses compétences pour pouvoir être en phase avec cet nouvel écosystème. Parce que là, on parle de l'écosystème numérique, mais l'écosystème numérique, il a créé un nouveau écosystème concurrentiel. Hein. Je peux avoir une carte à puce dans mon cerveau qui se recycle à ma place. Quoi. Je me lève le matin, demain matin, j'aurai les compétences nouvelles. Mais votre capacité d'arbitrage, est-ce que vous l'aurez? Est-ce que vous aurez une capacité d'arbitrage? Je suis pas sûr. Alors la capacité d'arbitrage, est-ce que ça s'apprend à l'école? Il y a aussi cette... c'est notre rôle, hein. C'est notre rôle. C'est notre rôle. On vit dans une société qui est extrêmement structurée par le système éducatif, et ça peut être un obstacle. Il faut le faire changer. À l'évolution. Juste, je précise un peu. Alors, je ne sais pas si vous me rassurez, mais alors je veux bien qu'on soit transdisciplinaire, et qu'on s'intéresse à un peu toutes les disciplines. Mais ce que j'ai entendu au début aussi, c'est que les médecins généralistes et les avocats généralistes ont du souci à se faire. Si je combine les deux, ça me rassure pas. Hein. Non. Il faut fabriquer des robots. Non. Non, il faut produire des robots. Ils vont travailler différemment. Moi, je connais beaucoup de médecins qui aujourd'hui se forment. On vient de créer un DU en télémédecine. On va faire de la télémédecine, ça va optimiser. J'ai des amis chirurgiens. Ils se servent aujourd'hui de technologies pour optimiser leurs opérations, pour éventuellement être opérations à distance. De toute façon, il y a un manque cruel de médecins. Quand vous regardez la densité, et c'est au service de la population. Aujourd'hui, vous avez un manque cruel de médecins dans des régions qui sont sous-médicalisées. Donc c'est au service, je pense que ce sera au service de... Alors maintenant, peut-être que je suis trop optimiste. Hein. Mais sur cet exemple précis, vous avez raison. Maintenant, la pénurie, elle est due à numerus clausus. Voilà. La pénurie, elle est organisée par la réglementation. Elle n'est pas ontologique. Maintenant, si on avait le nombre de médecins correspondant à l'équilibre entre l'offre et la demande, là, peut-être qu'effectivement, il y aurait une chute de la demande de médecins importante. Et je crois que les intelligences artificielles font moins d'erreurs de diagnostic que les hommes aujourd'hui. Dans la détection de certains cancers, moi j'ai lu ça. Bien sûr, donc le jour où on saura énorme, et donc je sais pas. Moi je préfère une machine qui se trompe pas à un homme qui se trompe. Ouais, mais c'est parce que là vous avez une vision très très réductrice du corps, mais attention. On vous fait un scanner de je sais pas quoi, et on trouve 30 000 cas qui sont exactement comme le vôtre. Et donc on sait exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, il y a même quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle La fin de la science. C'est-à-dire qu'avec le big data, on n'a plus besoin de réfléchir et de comprendre, parce qu'on aura des corrélations tellement précises que on va dire la rationalité instrumentale
va être inutile, elle va être remplacée par des statistiques pures et simples. Mais comme disait la directrice de l'INRIA, la personne que je citais tout à l'heure, si les données sont fausses, c'est juste une catastrophe. Mais c'est aussi une catastrophe pour nous si les données sont fausses, pas seulement pour les intelligences artificielles. Et à la limite, l'intelligence artificielle va être mieux à même de trouver des erreurs dans les données qu'un cerveau humain. Il y a une question au premier rang. Oui, merci. J'entends bien toutes les réflexions qui se passent autour du thème. Tout bouge, tout se transforme, tout s'adapte. Le mouvement, c'est pas quelque chose de vraiment nouveau au niveau de notre humanité. Et je me demandais comment est-ce que vous arriveriez à dégager, au lieu de montrer ces variations, est-ce que vous arriveriez à dégager des invariants ? Parce que tout à l'heure, j'ai entendu une phrase qui m'a choqué un petit peu, c'était le numérique, enfin, vous avez fait une série de citations, vous avez dit la créativité ou la création. Le numérique, c'est la créativité. Je ne suis pas persuadé que ce soit ça. Et pour moi, parmi ces invariants, à part la survie et l'adaptation à l'environnement, il y a peut-être aussi quelque chose qui est d'un geste de la créativité. Vous avez peut-être d'autres idées d'invariants ou bien vous contestez celui-ci ? Quand je parlais de créativité, c'était pas la créativité au sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour évoluer dans un environnement numérique, les tâches, enfin, je veux dire, là, je parlais des compétences, demandent en fait des compétences. On arrive sur du collaboratif, il faut une intelligence sociale, des compétences relationnelles et des capacités de créativité aussi. Ce qui est intéressant dans le numérique, c'est qu'on est dans des logiques d'expérimentation et essais-erreurs qui sont extrêmement importantes. Donc, ça développe aussi un esprit critique. C'était ça surtout, en fait, parce que quand je parlais de créativité, c'est pas la créativité au sens création d'un produit physique, mais c'est être capable de faire partie. Voilà, création d'une idée. On est effectivement dans du développement. Voilà, c'était plutôt ça. Alors les invariants, je sais pas. Si vous Moi j'ai une idée d'invariant, mais c'est une blague, c'est que ça sera toujours aussi dur de se lever le matin, je pense. Mais... Non, je pense que les invariants, ils sont liés à la nature humaine. Donc on est une espèce animale, mammifère, primate. On se reproduit de manière sexuée. Il y a de la concurrence. Les femmes ont des gamètes plus rares que celles des hommes. Il y a de la concurrence sexuelle pour l'accès aux gamètes. Enfin, il y a des invariants, on va dire, biologiques qui conduisent à des hiérarchies sociales, etc. Et tout ça, ça va rester. Mais simplement, ça peut se déplacer hors du champ économique vers un autre champ. Alors, il y avait un philosophe qui s'appelait William Nozick, qui spéculait dans son livre sur ce qui pouvait se passer si on égalisait les conditions économiques. Et il pensait que les gens ne seraient pas plus heureux parce que la concurrence et les hiérarchies se déplaceraient vers un autre champ. On le voit un peu en ce moment avec les likes, paraît-il, sur Facebook, etc. Donc, ok, vous gagnez la même chose que moi, mais vous avez 4 fois plus de likes et ça me rend aussi malheureux que si vous gagnez 4 fois plus d'argent. Donc ça, c'est peut-être un invariant. Ouais, c'est passionnant, ça. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette évolution du travail à 2050, comme je disais, bon, pour ceux qui sont du monde d'avant, enfin moi je suis né donc dans le monde d'avant, il faut savoir que la génération Z, donc ceux qui ont moins de 20 ans aujourd'hui, ont complètement en fait intégré ces formes dont on parlait tout à l'heure, aussi bien la liberté au travail, cette porosité entre la sphère professionnelle et la sphère privée et associative. Donc il faut savoir que ce qui peut choquer des personnes de plus de 50 ans, par exemple, aujourd'hui, qui peuvent nous heurter, il faut savoir que dans la génération des adolescents d'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus en phase, effectivement, puisque ce sont ce qu'on appelle des digital natives. Voilà, ils sont nés dans cet écosystème numérique. Mais ce qui est intéressant, c'est quand vous prenez des études sur les digital natives, sur les Z, ils ont tout autant besoin que nous de rapports humains, de liens sociaux. Donc je pense que cette notion de lien social, j'oserais dire, j'espère, je me trompe peut-être, 50 ans, je serai plus là de toute façon, j'aimerais dire que ce soit un invariant, quoi. Ce besoin de lien social et de retour à l'humain et à la simplicité. Mais on le voit bien aujourd'hui. Je veux dire, c'est vraiment ce paradoxe qu'on a à gérer. C'est plus il y a cette appétence pour la technologie, plus on a besoin effectivement de simplicité, d'écoute, de conseils. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais...
La vie sociale des adolescents passe quand même beaucoup par leur smartphone. Elle est dématérialisée. Oui, mais c'est juste une interface. Aujourd'hui, les magasins physiques, il y a des études qui ont été faites. Aujourd'hui, le Z a une attente extrêmement importante au niveau des magasins physiques. À votre avis, pourquoi Amazon et Alibaba investissent des milliards de dollars dans les magasins physiques? Le magasin physique, il est incontournable. Si on écoutait des experts il y a 10 ans, ils vous disaient les pure players demain sont les rois, les magasins physiques sont morts. C'est pas vrai. Sauf qu'il faut retravailler le magasin physique, il faut le théâtraliser, il faut leur permettre de vivre de l'expérience, il faut qu'ils puissent co-créer les produits, il faut qu'ils puissent... Voilà. Mais à un moment donné, le magasin physique, il est incontournable. Mais ça devient un lieu de vie et de socialisation. Il y a effectivement un scénario qui est possible, c'est que le monde du travail continue à exister formellement, mais un peu en tant que façade. C'est-à-dire que ça n'est pas vraiment un monde du travail, c'est un monde d'échange entre les gens, un monde où les hiérarchies sociales se façonnent. Et en fait, on ne produit pas vraiment quelque chose de valable économiquement, mais disons la structure dans laquelle les échanges humains ont lieu est formellement une structure économique. Et bon, je pense un peu à la montée de cette nouvelle classe sociale qui étaient les cadres dans les années 60, qui allaient dans leur entreprise, on ne savait pas trop ce qu'ils faisaient, enfin ils étaient directeurs de ceci, directeurs de cela. J'avais rencontré récemment quelqu'un qui m'avait dit qu'à EDF, il y avait, je ne sais pas quoi, 180 directeurs, je ne voudrais pas dire ça, mais 180 directeurs payés, on ne savait pas trop à quoi en fait. Et donc ça c'est un peu un système, l'émergence d'un système que j'appellerais post-fordiste, c'est-à-dire que le lieu de travail est le lieu où se redistribue le revenu produit par les robots et où se crée le lien social comme vous y tenez tant. Mais en fait, il n'est plus un lieu de travail que sur le plan théorique. C'est-à-dire vous avez votre titre, votre boulot, votre salaire, mais en fait ce que vous faites c'est interagir socialement avec d'autres gens dans un endroit qu'on appelle entreprise, mais qu'on pourrait appeler club de rencontre ou cercle social, etc. C'est le monde idéal, ça. J'ai l'impression que vous... C'est le monde idéal pour les gens qui aiment avoir des titres, être dans une entreprise... Et faire des réunions. Etc. C'est pas le monde idéal pour tout le monde. Enfin, je pense pas que... Voilà. Pour les motards des années 60, c'est peut-être pas le monde idéal. On a l'impression que vous décrivez la série Mad Men qui se passait effectivement dans les années 50. Par contre, pour rebondir sur votre inquiétude au niveau de la formation, j'ai vu un chiffre il y a 2 jours. Si on ne change pas les programmes, 40% des personnes qui aujourd'hui remplissent un emploi et qui n'ont pas le bac, 40% de ces emplois, enfin 40% de ces emplois seront automatisés. Voilà. Alors que 5% seulement pour ceux qui ont fait un bac plus 3 et un bac plus 5. Donc il faut à un moment donné, en amont, je pense que le travail doit se faire en amont, à l'école, au collège, au lycée, dès la classe de maternelle, pour le rapport aux chiffres, le rapport à la numératie, parce que je vous rappelle, 22e sur 24, d'accord. Voilà, mais ça, je pense que c'est quelque chose. Mais à nous de nous remettre en cause. Je veux dire, à nos écoles, à nous. L'éducation française, aussi bien le lycée, le collège, université, il y a du taf, je peux vous dire qu'il y a du taf, mais on doit se remettre en cause. De toute façon, nos étudiants, je ne sais pas, il y a beaucoup de professeurs dans cette salle, nos étudiants, de toute façon, aujourd'hui, ils ont une capacité maximale de concentration de 20 minutes. Ils ont un accès fragmenté à l'information. Donc nos amphis de 4 heures, il serait peut-être temps qu'on imagine un autre mode pédagogique, parce qu'au bout de 20 minutes, ils décrochent. Enfin, c'est peut-être eux qui ont tort aussi. C'est-à-dire que si on n'a plus d'amphi de 4 heures, leur capacité d'attention va tomber à 10 minutes. Il faut trouver un juste équilibre. Un juste équilibre. Il y a des vraies questions de fond, quand même. Ouais, il y a des vraies questions de fond. Moi, ça m'amène à une question. Y a-t-il un digital natif dans la salle ? Moins de 20 ans. Moins de 20 ans. Alors moi, j'ai une question. Il y aura quelle génération après Z ? On recommence à A ? Je sais pas. C'est une question que tout le monde pose. On ne sait pas. On ne sait pas ce que un digital native, c'est en fait, nous sommes des digital migrants, c'est-à-dire qu'on a vécu le monde d'avant, Internet, et on a évolué avec les technologies. Un digital native, il est né, pour les chercheurs. De toute façon, c'est un paradigme scientifique, c'est pas moi. En marketing, un digital native, ce sont ceux qui sont nés après 2000. Non, mais si c'est la définition, alors il y en a plein. Si c'est toute personne née après 2000 est un digital native. Mais je vais vous raconter une anecdote que j'aime bien. Moi, j'ai des geeks à la maison, des jeunes geeks. Et un jour, ils avaient une recherche à faire. Et ils viennent me voir et me disent «
tu veux pas chercher là, parce qu'on truc. Je dis, mais attends, mais t'es demeuré, quoi, tu passes ta vie sur le. Il dit, ouais, mais toi, tu cherches mieux. D'accord? Donc, digital native, pour moi, c'est juste bullshit. C'est-à-dire que si la définition, c'est les gens qui sont nés après 2000, c'est pas bullshit, c'est juste une définition. C'est une définition des chercheurs en marketing. Hein. Oui, mais penser que les gens qui sont nés après 2000 auraient des compétences innées qui leur permettraient d'être plus à l'aise avec l'outil informatique, je pense que c'est pas vrai. Non. Ils y passent plus de temps. Mais c'est quand même essentiellement une utilisation qui est assez bête. Oui, parce qu'ils ont un rapport fragmenté à l'information. Voilà. Et ils n'ont pas l'éducation qui leur permet d'avoir une utilisation intelligente. Donc vraiment, digital native, moi je trouve pas que ça soit. Vous allez vous faire des... Attention. Je crois qu'ils travaillent différemment. C'est pas grave, ça se voit. Non, mais je pense qu'ils ont un... Il y a cette fragmentation. Il y a une question. Ils vont être contents, les ados. Oui, voilà. Moi, j'ai envie de poser une question qui me taraude depuis que je suis avec vous et même avant encore d'arriver ici. Et si le système numérique s'effondre, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu l'occasion en 1982, 3, 4, je ne sais plus bien, de travailler avec la Redoute, qui possédait un certain nombre d'ordinateurs, 2 ou 3 je pense à l'époque, et ils avaient mis en place le 48 heures et ensuite le 24 heures chrono. Le PDG de l'époque a dit, tiens, sous forme de secret, on va perdre un ordinateur. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il nous faut retrouver nos gestes anciens et refaire fonctionner l'entreprise telle qu'elle a été il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 3 ans avant. Je repose la question aujourd'hui, et si le système s'effondre, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les scénarios qu'on a imaginés? Lisez les romanciers sur ça, là, je pense récemment, Pierre Ducrozet, comment ça s'appelle? Quelque chose dans le titre, il y a Corps, l'invention des corps, Actes Sud. Je ne travaille pas chez Actes Sud. Lisez c'est marrant parce qu'il y a 2 livres qui viennent de paraître sur ce sujet-là, sur la fin d'Internet, donc je trouve ça rigolo d'en trouver 2. Il y en a un autre qui s'appelle Une toile large comme le monde, ils ont 2 scénarios très différents, 2 raisons très différentes pour lesquelles Internet disparaît. Moi je crois qu'on commence à imaginer la disparition du net le jour où on se rend compte qu'on ne pourra plus s'en passer, mais c'est mon hypothèse. Moi, je crois que ça ne peut pas avoir lieu, en fait. Non. Parce qu'on a affaire à un écosystème dont certaines parties peuvent disparaître, mais c'est en quelque sorte auto-réparateur. Vous avez cette information qui est sur le cloud, il y a des sites miroirs, etc. Et donc, je pense qu'on va évoluer vers quelque chose où... mais bon, je me trompe peut-être, où le risque systémique est en fait faible à cause de ses propriétés autoréparatrices qui sont elles-mêmes le résultat de la biodiversité du système. Il nous reste le temps d'une dernière question. Voilà, qui est... Oui, en fait, vous avez parlé de la fin des emplois. Souvent, c'était les emplois d'ouvriers ou techniciens, etc. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'en combinant, par exemple, l'optimisation, la statistique, etc., on peut modifier aussi les process? Par exemple, tout à l'heure, vous mettiez en avant que tout est dans le process, tout est dans le management. Mais par exemple, au début de l'électronique, on faisait les cartes à la main, on les dessinait à la main. Maintenant, en fait, on donne des descriptions. Et à partir de ces descriptions, l'outil crée l'organisation. Donc du coup, est-ce que c'est vraiment un îlot protégé, la partie process et management? Quand je parle de process, c'est pas ça. C'est qu'en fait... ce qui est intéressant, c'est de se dire que la technologie, en fait, quelque part, bon, c'est une technologie qui doit être réfléchie, enfin, dont l'utilisation doit être réfléchie en amont. Si on prend, c'est-à-dire que globalement aujourd'hui, par exemple, pour en avoir discuté avec des industriels, par exemple, quand au sein d'une même usine, vous fabriquez des objets classiques, des biens tangibles classiques, et quand vous fabriquez des objets connectés, d'accord, on n'est pas du tout sur la même façon de produire. On est sur des compétences beaucoup plus transversales, interdisciplinaires quand on est sur du connecté. Donc c'est vrai que la transition va être relativement difficile. Maintenant, je pense que quels que soient les emplois, d'accord, quels que soient les emplois, il y aura cette reconfiguration, d'accord, globale de la façon d'appréhender en fait ces fameuses compétences. Enfin, redonnez-moi juste le point exact, votre dernier élément, parce que je réfléchissais en même temps quand vous l'avez. Oui, en fait, quand les machines elles peuvent aussi permettre de modifier les organisations.
Par exemple, quand on met en place des process d'optimisation qui vont être basés sur des théories mathématiques, etc., qui peuvent être appliquées... Voilà, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut bien... Il y a un raisonnement, là c'est purement économique et entreprise, hein, c'est une vision purement entreprise. À un moment donné, il faut bien qu'il y ait une décision stratégique qui permet, qui a un principe de réalité, je veux dire, aujourd'hui. Donc si par exemple, je prenais l'exemple de l'automobile tout à l'heure, on a, ce qui est quand même très intéressant, c'est de voir qu'il y a des positions complètement différentes entre PSA, Ford, Audi et Toyota. On a Toyota qui se dit aujourd'hui, non, moi aujourd'hui, c'est pas le tout technologie, c'est un cumul de progrès continu, plus quelques ruptures technologiques. On a PSA qui va beaucoup plus sur des ruptures technologiques, même si aujourd'hui la réalité n'est pas du tout celle-là. Ford qui a encore pris des décisions différentes. Donc à un moment donné, quand je parle de process, c'est que quelque part une entreprise, moi je suis professeur de stratégie et de marketing, puisque je ne vois pas comment on peut monter une stratégie sans savoir ce qui se passe sur le marché. Je ne vois pas aujourd'hui, alors je ne dis pas que des décisions de dirigeants ne vont pas être prises par l'intelligence artificielle, on en discutait tout à l'heure. Hein, voilà. On sait, il y a un article d'Harvard Business Review qui est sorti en début d'année qui dit que 70% du processus de décision sera pris par de l'intelligence artificielle, mais pas ce qui relève de la stratégie d'entreprise. Je suis pas sûr, parce qu'on peut très bien imaginer de remplacer le PDG de PSA par un réseau neuronal. Oui, mais je veux dire, quand l'environnement concurrentiel... Sur le plan de la complexité, cette pensée stratégique qu'on résume par des diagrammes avec des boîtes et des flèches, est beaucoup plus simple que de reconnaître les formes. La stratégie, 50% de la stratégie, c'est du non rationnel. Qu'est-ce qui fait la différence entre Steve Jobs, Elon Musk? Il y a un côté visionnaire, il y a un côté... des gens qui ont des mauvaises stratégies. Par exemple, Jean-Marie Messier. Oui. Et cette mauvaise stratégie a été éliminée par le marché. Oui. Et donc, les bons stratèges, c'est peut-être des gens qui ont eu de la chance. Ils ont eu une idée qui a été validée par le marché. Or, on peut très bien imaginer des intelligences artificielles qui produisent une variété de stratégies. J'espère pas. Disons, vous allez faire, nous on fait ça, vous faites ça. Et ensuite, le marché. Oui, mais l'environnement concurrentiel n'est pas si Isabelle et Gilles, je suis désolé parce qu'on avait placé une règle qui était que dès que le nom de Jean-Marie Messier était prononcé, nous mettions fin au débat. Merci, et Laurent. donc, voilà, c'est dommage. Oui. Ouais. Donc ce sera le prochain débat. Dans merci 50 ans. J'ai quelques instants pour vous remercier, Christophe, Isabelle et Gilles, donc de votre présence ce matin. Nous sommes loin, évidemment, d'avoir épuisé ce sujet tellement il est vaste. 3 autres sujets donc, vont suivre tout au long de la journée. Et donc, merci de votre attention et de vos questions. Prochaine thématique, l'environnement.